Cela faisait 6 ans que ma femme était clouée au lit, et pourtant, chaque jour, ses sous-vêtements étaient changés. J'ai dû prétendre partir en voyage, me poster discrètement à la fenêtre de notre chambre pour enfin découvrir le terrible secret. Je m'éveillais avant même d'entendre le bruit de la camionnette de Monsieur Dubois, le boulanger du quartier. Le tic-tac régulier de la vieille horloge murale comtoise emplissait la pièce, sa petite aiguille venant de dépasser le chiffre 4. On dit que les vieux dorment peu, mais pour moi, c'était surtout une habitude ancrée jusqu'à la moelle depuis 6 ans. 6 années, une broutille peut être sur une vie entière, mais une éternité insupportable quand on songe aux longues nuits passées dans l'inquiétude et l'angoisse. Je tendis l'oreille pour écouter la respiration de ma femme à mes côtés. Aujourd'hui, le souffle d'Élise semblait particulièrement calme et régulier. C'était déjà un soulagement. Je soulevai délicatement la couette et descendis du lit. Je marchais sur la pointe des pieds, de peur de la réveiller. Ces derniers temps, mon dos me faisait souffrir. Chaque fois que je me levais, mes os craquaient et une douleur lancinante me parcourait l'échine, comme si on me rouait de coups. Mais que représentait ma propre douleur face à la sienne? Chaque matin, ma première tâche n'était ni de me laver le visage, ni de boire une tasse de café, mais de prendre la température d'Élise et de vérifier sa couche. Elle était là, immobile, son visage émacié creusé par les rides profondes que le temps et la maladie avaient laissées. 6 ans plus tôt, ce terrible accident de la route avait paralysé tout le côté gauche de son corps. Ma femme, autrefois si vive et organisée, celle qui gérait la maison d'une main de maître, était devenue du jour au lendemain un immense nourrisson. Toutes les facettes de sa vie dépendaient désormais de mes mains. Je pris une bassine d'eau tiède, essorai une serviette et lui lavai doucement le visage. Au contact de la chaleur, elle s'agita et entr'ouvrit ses yeux voilés. Me voyant, elle cligna des yeux plusieurs fois et esquissa un léger sourire. C'était sa façon de me dire bonjour. Debout, ma chérie. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Tu te sentiras certainement plus légère qu'hier. Et que ça, pour s'éteindre. Je lui parlais tendrement, tout en nettoyant avec soin l'espace entre chacun de ses doigts. Élise ne parlait presque plus, émettant parfois de faibles grognements rauques, mais je la comprenais. Après plus de 40 ans de vie commune, les mots sont-ils vraiment nécessaires? Je la redressais et calais des oreillers moelleux dans son dos. M'occuper d'une personne paralysée n'était pas une tâche facile pour un homme de 75 ans comme moi. Mais jamais, pas une seule fois, je n'avais trouvé cela fastidieux. Autrefois, quand je partais pour des déplacements professionnels en province, elle avait élevé seule nos 3 enfants. Elle s'était occupée de mes parents malades pendant des années, sans jamais se plaindre. C'était à mon tour de lui rendre l'appareil, de rembourser ma dette envers l'épouse de ma jeunesse. Une fois sa toilette terminée, je la transportai jusqu'au fauteuil près de la fenêtre pour qu'elle puisse admirer les orchidées que j'avais sorties sur le balcon. Ce n'est qu'après avoir accompli toutes ces tâches que je me rendis à la cuisine pour préparer sa soupe. La soupe d'Élise était une œuvre d'art que j'avais perfectionnée au fil du temps. Le médecin avait prévenu qu'elle avait du mal à déglutir et risquait de s'étouffer. La consistance ne devait être ni trop épaisse, ni trop liquide. Je choisissais un riz parfumé de Camargue, que je faisais légèrement torréfier avant de le cuire longuement. Le filet de bœuf était haché finement, revenu avec de l'ail pour exalter les saveurs, puis incorporé. Les légumes changeaient chaque jour, potimarron, carottes, épinards, tous mixés en un velouté onctueux. J'étais en train d'assaisonner la soupe quand le téléphone sonna. C'était mon fils aîné, Mathieu, qui vit à Marseille. « Papa, tu as déjeuné ?» La voix énergique de mon fils résonna dans le combiné. « Oui, enfin, je prépare la soupe de ta mère. Pourquoi m'appelles-tu si tôt ? Avant d'aller au travail. Papa, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois ? On voudrait engager une aide-soignante professionnelle pour s'occuper de maman. Tu as ton âge, tu fais de l'hypertension. Te voir te tuer à la tâche comme ça, sans dormir, ça nous inquiète vraiment. Ne t'en fais pas pour l'argent, on s'en occupe tous les 3. C'est... » Je soupirai, en remuant la soupe, qui bouillonnait doucement. Ce n'était pas la première fois que Mathieu abordait le sujet. Ma fille et mon cadet pensaient la même chose. Chaque fois qu'ils venaient, ils insistaient pour que j'engage quelqu'un. Je sais que mes enfants sont pleins de bonnes intentions. Je comprends leur inquiétude, mais comment pourraient-ils comprendre le cœur d'un vieil homme ? Je te l'ai déjà dit, Mathieu. Tant que je pourrai marcher et que j'aurai encore un peu de force, c'est moi qui m'occuperai de ta mère. Une aide-soignante fait son travail pour un salaire, moi,
Je le fais par amour. Ta mère est sensible et fière, elle détesterait qu'une étrangère touche son corps. N'en parlons plus. Eh yes, au blason saïs. Mais papa, balbutia Mathieu. Il n'y a pas de mais. Je peux me débrouiller. Quand je m'effondrerai, alors vous y penserez. Je raccroche, la soupe va déborder. Du nez. Pourra. Je reposais le combiné, le cœur un peu lourd. Je savais que mes enfants avaient raison. Les jours de mauvais temps, j'avais si mal au dos que même l'aider à aller aux toilettes devenait une épreuve. Quand elle avait de la fièvre, je passais des nuits blanches et le matin, j'avais l'impression de marcher sur un nuage. Mais l'idée de la confier à une inconnue, et si cette personne la traitait mal? Si on la grondait parce qu'elle avait renversé sa nourriture ou sali ses vêtements en mon absence? Rien que cette pensée me glaçait le sang, c'était tout simplement impossible. Je versai la soupe fumante dans un bol, y ajoutai un peu de ciboulette ciselée, réputée bonne pour le rhume. Je soufflai dessus pour la refroidir et montai dans notre chambre. Voilà, ma chérie, la soupe est prête? C'est ta préférée aujourd'hui, veloutée de potimarron au bœuf. Et Bonaï, je m'assis en face d'elle, pris une petite cuillère de soupe que je goûtai d'abord pour vérifier la température, avant de la porter à ses lèvres. Élise mangeait très lentement. Les muscles de sa mâchoire s'étaient affaiblis, rendant la mastication et la déglutition difficiles. Parfois, la soupe coulait le long de ses lèvres. Je l'essuyais patiemment avec une serviette, en la rassurant. « Mange doucement, personne ne va te la voler. C'est bon ?» Elle me regarda, les yeux embués, puis hocha la tête très faiblement. La voir finir son bol me soulagea d'un poids immense. C'était là, ma simple joie quotidienne. Tant qu'elle mangeait bien et dormait bien, ma vie avait encore un sens. Après le repas, je préparais ses médicaments. Dans l'armoire à pharmacie, j'avais organisé les pilules pour le matin, le midi, le soir et la nuit. De peur d'oublier ou de me tromper avec l'âge, j'avais même collé des étiquettes écrites en grosses lettres sur chaque pilulier. Les voisins de ce vieil immeuble m'appelaient tous « le mari en or ». Les dames qui revenaient du marché m'apercevaient par la fenêtre, en train de masser les jambes de ma femme et soupiraient en disant « Élise a dû sauver la France dans une autre vie pour avoir un mari pareil. N'importe quel autre l'aurait déjà abandonné depuis longtemps. » Je me contentais de sourire modestement. Le compliment était apprécié, mais ils ignoraient que c'était moi qui devais être reconnaissant envers elle. Si, durant nos années difficiles, elle n'avait pas économisé sou après sou, comment aurais-je pu travailler l'esprit tranquille? Comment nos enfants auraient-ils pu faire de bonnes études et être ce qu'ils sont aujourd'hui? Une vie entière ne suffirait pas à lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. La matinée s'écoula au rythme des tâches ménagères sans nom. Le ménage, la lessive. Je ne mettais jamais les vêtements d'Élise à la machine. J'avais peur que le tissu s'abîme et irrite sa peau fragile. Ensuite, je commençais à masser ses bras et ses jambes. Le médecin avait insisté sur l'importance de massages fréquents pour éviter que ses muscles ne s'atrophient et que ses articulations ne se raidissent. J'avais appris en autodidacte, en achetant des livres et en regardant des émissions de santé à la télévision. Ce que je ne comprenais pas, j'allais directement le demander aux infirmières à l'hôpital. Les mains d'Élise étaient si belles autrefois, blanches, avec des doigts longs et fins. Mais aujourd'hui, ses doigts étaient raides et froids, presque squelettiques. Je lui pris la main, massant chaque articulation, et lui racontai des histoires du passé. « Tu te souviens, au début de notre mariage? Je t'emmenais au travail sur mon vieux vélo, et un jour, dans la côte, la chaîne a sauté. On s'est retrouvés tous les deux par terre, couverts de poussière, mais on s'est regardés, et on a ri à s'en tenir le ventre. » Et j'eus, en m'écoutant, ses yeux semblaient pétiller de rire. Même dans les brumes de sa mémoire déclinante, ces beaux souvenirs restaient des braises qui réchauffaient encore son âme. Ma vie s'écoulait ainsi, paisible et répétitive. Certains diraient que c'est ennuyeux, harassant. Mais pour moi, voir son visage chaque jour, pouvoir prendre soin d'elle, c'était cela, le bonheur. Ma seule peur était de me réveiller un jour et de trouver sa place vide à mes côtés. Cette peur-là était plus grande que toutes les fatigues du monde. Mais depuis quelque temps, je sentais que quelque chose n'allait pas. Au sein de ce foyer si familier, et dans le regard de ma femme, je percevais un changement subtil. L'instinct d'un mari qui a partagé toute une vie commençait à faire germer en moi la graine de l'inquiétude. L'automne s'installa sur Paris, et le vent se fit plus frais. La pluie qui avait commencé à tomber en début de soirée ne cessa pas de la nuit, rendant l'air de l'appartement humide et glacial.
Ce temps était le pire ennemi des malades qui, comme ma femme, souffraient de douleurs articulaires. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Elle s'agitait, et de faibles gémissements s'échappaient de sa gorge. Elle essayait de se retenir pour ne pas m'inquiéter, mais elle ne pouvait me tromper. Je savais que la douleur rongeait sa chair et ses os. Je me levai, allumai la petite lampe de chevet à la lumière jaune et chaude et sortis une pommade chauffante de l'armoire. Je la réchauffai dans mes paumes avant de commencer à masser ses épaules, son dos et ses jambes décharnées. L'odeur de camphre remplit la petite chambre. Un parfum familier, celui de notre vieillesse. Ça fait très mal, hein? Patiente un peu, je vais te masser et ça ira mieux. Essaye, je murmurai en appuyant avec soin sur les points d'acupuncture dont je connaissais l'emplacement par cœur. Dehors, le bruit de la pluie sur le toit en zinc était mélancolique. Il me ramena loin en arrière, à l'époque où nous étions jeunes et en bonne santé, mais terriblement pauvres. Je me souviens très bien de ces années de disette de l'après-guerre. J'étais technicien dans une usine et elle, institutrice en maternelle. Nos salaires de misère ne suffisaient jamais. Une fois, alors qu'elle était enceinte de Mathieu, elle avait eu une envie folle d'un bon pot au feu, mais nous n'avions pas pu nous le permettre. Avec cet argent, nous avions acheté du lait en poudre pour le bébé à naître. Le souvenir le plus marquant est celui d'une nuit d'octobre, sous un déluge de pluie et de vent. J'étais cloué au lit, par une forte fièvre depuis une semaine, à peine conscient. Il n'y avait plus un grain de riz à la maison, seulement quelques pommes de terre ratatinées. Élise, enceinte jusqu'aux yeux, avait enfilé un vieil imperméable et, bravant l'eau qui lui montait jusqu'aux genoux, était allée frapper aux portes des voisins pour emprunter du riz et des médicaments. Quand j'avais repris connaissance, elle était assise à mon chevet, trempée, les lèvres bleues de froid. Mais dans ses mains, elle tenait un bol de soupe fumante. « Et toi, qu'as-tu mangé » lui avais-je demandé. « J'ai mangé, j'ai bien mangé » avait-elle répondu en souriant. Ce n'est que plus tard que j'ai appris la vérité. Elle m'avait donné toute la soupe et s'était contentée de faire bouillir les épluchures de pommes de terre pour calmer sa faim. Comment pourrais-je jamais oublier cet amour, plus profond et plus lourd que l'Himalaya? Je me souviens aussi du jour où nous allions chercher notre ration de riz. Ma femme, si petite et fragile, bousculée de toutes parts dans la cohue, était tombée. Elle était couverte d'égratignures, mais tenait son ticket de rationnement serré contre elle comme un trésor. En rentrant, malgré ses blessures, elle m'avait dit avec un grand sourire : « Chérie, le riz est de très bonne qualité aujourd'hui, pas de moisissure. Et j'ai eu un peu de saindoux. Je vais te faire du riz sauté avec du chou ce soir. Son pour pi, piazé, tépi. » À cette époque, ma femme était si forte. Elle avait transformé notre modeste et vieil appartement en le plus douillet des nids. Jamais elle ne m'avait demandé de devenir riche, jamais elle ne s'était plainte de notre pauvreté. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que notre famille soit unie et que les enfants grandissent en bonne santé. Et cette femme, autrefois si solide, était maintenant allongée là, fragile comme la flamme d'une bougie dans le vent. La voir souffrir était comme si on me versait du sel sur le cœur. Si seulement je pouvais prendre sa douleur à sa place. Jean, Élise prononça mon nom, syllabe par syllabe, avec difficulté. Je sortis de mes souvenirs et approchai mon oreille de son visage. « Je suis là. Tu as besoin de quelque chose? Tu as soif ?» Elle secoua doucement la tête et désigna le dessus de la vieille armoire normande dans le coin de la pièce. Là-haut se trouvait notre photo de mariage en noir et blanc, vieille de 50 ans. Sur la photo, je portais un costume trop grand emprunté à un ami, et elle, dans une simple robe blanche, souriait timidement. « Bientôt, nos noces d'or, » dit-elle d'une voix rauque mais distincte. Mon cœur se serra. C'est vrai, dans un mois, ce serait notre 50e anniversaire de mariage. Les noces d'or, le rêve de tous les couples. Je lui avais promis un jour que, pour cette occasion, nous organiserions une grande fête, que nous inviterions tous nos amis et notre famille pour compenser notre modeste mariage d'autrefois. Je lui avais aussi promis de l'emmener en Corse, cette île qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Et maintenant, alors que ce jour approchait à grands pas, elle était clouée au lit. Je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier? Ne t'inquiète pas et prends soin de toi. Le jour venu, on réunira les enfants, on ira sur la tombe de tes parents et on dînera tous ensemble. Alors, mange bien, fais tes exercices et reprends des forces. Qui sait, peut être que ce jour-là,
Tu te lèveras d'un bond. Ah, veille? J'ai dit cela pour la consoler, mais je savais à quel point cet espoir était mince. Le médecin avait dit qu'avec son état, elle ne remarcherait probablement jamais, et que ce serait déjà un miracle de maintenir son état actuel, sans atrophie musculaire supplémentaire ni escarre. Élise me regarda, et soudain, ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Une lueur de détermination, comme si elle cachait un secret. Elle hocha la tête, et avec sa main raidie, elle saisit péniblement un de mes doigts. Sa prise était faible, mais la supplique qui se transmettait à travers sa peau ridée était plus forte que tout. Grâce à mon massage, la douleur sembla s'apaiser, et elle s'endormit bientôt. Mais moi, j'étais complètement réveillé. Je restais là, sa main dans la mienne, à regarder par la fenêtre obscure. La pluie tombait toujours. Je repensais à ma vie, ce que j'avais gagné, ce que j'avais perdu. Au crépuscule de mon existence, l'argent et les honneurs me semblaient bien futiles. La chose la plus précieuse qui me restait, c'était cette personne allongée à mes côtés. Je me fis une promesse. Je devais être plus fort. Je devais être en bonne santé pour être son pilier. Je ne devais jamais tomber malade, jamais m'effondrer. Le lendemain matin, en changeant les draps, je découvris quelque chose d'étrange. Sous l'oreiller sur lequel elle dormait chaque nuit, je sentis un objet dur. Poussé par la curiosité, je soulevai l'oreiller. C'était un mouchoir en coton blanc. Mais ce qui me stupéfia, c'est qu'à l'un des coins, il y avait une broderie maladroite. Avec du fil rose et vert, quelqu'un avait tenté de former une fleur de lavande. Je restais là, le mouchoir à la main, hébété. Qui avait bien pu broder cela? Nous n'étions que deux vieillards dans cet appartement. Les enfants ne venaient que de temps en temps. Pas d'aide soignante. Alors, je regardais ma femme. Elle avait les yeux fermés. Impossible de savoir si elle dormait vraiment ou si elle faisait semblant, mais sa poitrine semblait se soulever plus vite que d'habitude. Sa main gauche était complètement paralysée, et la droite était si faible qu'elle tenait à peine une cuillère. Comment aurait-elle pu tenir une aiguille et broder? Si ce n'était pas elle, alors qui? Quelqu'un était-il entré dans cette chambre pendant mon absence? Un pressentiment funeste s'insinua en moi. Je me souvins que, quelques jours plus tôt, en rentrant du marché, la porte d'entrée que j'étais certain d'avoir fermée à clé était entr'ouverte. Je me souvins aussi de bruits de cliquetis que j'avais mis sur le compte des souris. Je remis le mouchoir à sa place et fis comme si je n'avais rien vu. Mais un énorme point d'interrogation flottait dans mon esprit. Un secret se tramait-il dans cette maison, juste sous mon nez, à mon insu? Je décidai de découvrir la vérité en silence. Mon instinct de chef de famille s'était réveillé. Je devais protéger Élise, et ce petit foyer, de n'importe quel danger. C'est ainsi que commença mon jeu de détective à 75 ans, un jeu au bout duquel m'attendait une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce mouchoir brodé pesait sur mon cœur comme une pierre. Toute la journée, je fus agité. En faisant la vaisselle, je laissais tomber une fourchette. En servant le thé, je ne remarquais même pas que la tasse débordait. Tous mes sens étaient concentrés sur le lit où reposait ma femme et sur cet oreiller qui cachait un secret. Je cherchais sans cesse un prétexte pour vérifier à nouveau. En lui donnant à boire, j'observais ses mains en coin, des mains décharnées, parsemées de taches de vieillesse, aux doigts raidis et sans vie. Je pris sa main et la massai légèrement. Les muscles étaient toujours flasques, sans aucune résistance. Quand je la lâchai, son bras retomba lourdement. Comment, avec une main pareille, qui tremble en tenant une cuillère, aurait-elle pu tenir une si petite aiguille et broder? Soit un miracle s'était produit, soit je perdais vraiment la tête. Mais cette broderie maladroite était bien réelle. Ce n'était pas une hallucination, et pourquoi avoir brodé de la lavande, sa fleur préférée de toute une vie? Autrefois, elle était une brodeuse hors pair. Certaines de ses créations avaient même été exposées dans des boutiques d'artisanat à Montmartre. Alors, quelqu'un d'autre l'avait brodée et le lui avait offert. Mais qui? Ses amies étaient toutes vieilles maintenant, la vue basse et les mouvements difficiles. Qui serait venu lui rendre visite, et quelle jeune femme d'aujourd'hui, plus occupée à acheter des sacs de luxe, prendrait le temps de broder un mouchoir si démodé, point par point? Poussé par la curiosité et l'anxiété, je décidai de la sonder. Dans l'après-midi, en lui épluchant une pomme, je lui demandai d'un air détaché. « Dis-moi, en rangeant l'armoire, j'ai remarqué qu'il me manquait un vieux mouchoir. Ce mouchoir blanc, tu sais. Tu l'as vu quelque part? Ou peut être que je l'ai jeté par mégarde?
Tout en parlant, je l'observais du coin de l'œil. Élise, qui mangeait sa compote de pommes, s'arrêta net. Son regard vacilla, elle évita le mien et tourna la tête vers la fenêtre. Elle avala péniblement sa bouchée et secoua doucement la tête. Ce simple geste ne fit qu'accroître mes soupçons. Elle cachait quelque chose. Pourquoi ne pouvait-elle pas me regarder droit dans les yeux? Après une vie entière passée ensemble, je savais lire dans son regard. Cette gêne était la preuve qu'il y avait quelque chose. Je commençais à imaginer toutes sortes de scénarios. On dit que les vieillards ont l'imagination fertile, et les pensées qui vous viennent quand vous n'avez rien à faire sont terrifiantes. Je repensais aux reportages télévisés sur les arnaques visant les personnes âgées. Et si un escroc s'introduisait chez nous en mon absence, essayant de lui vendre de faux médicaments ou des produits miracles? Mais elle ne pouvait pas parler, et c'est moi qui gérais tout l'argent. Comment pourrait-on l'arnaquer? Ou alors, quelqu'un utilisait notre appartement pour commettre des méfaits? Une peur vague me rendit extrêmement nerveux. Je me mis à faire attention aux moindres détails de la maison, la position des chaussons, le vase sur la table, et même le niveau de l'eau dans la carafe filtrante. Une nuit, après qu'elle se fût profondément endormie, je me levai pour vérifier les fermetures. La porte d'entrée en bois épais était bien verrouillée, mais en vérifiant le loquet de la fenêtre du balcon, je restai figé. Il n'était pas correctement enclenché. Une légère pression de l'extérieur suffirait à l'ouvrir. Une sueur froide coula le long de mon dos. Je m'en souvenais parfaitement. Avant le coucher du soleil, de peur qu'elle n'ait froid, j'avais fermé la fenêtre et bien enclenché le loquet. Pourquoi était-il desserré maintenant? Quelqu'un l'avait-il ouvert, ou bien était-je si vieux que ma mémoire me jouait des tours? Je restais là, désemparé, à regarder la cour sombre de la cité. Les branches des arbres agités par le vent projetaient des ombres étranges sur le sol. L'angoisse me consumait. Notre foyer si familier s'était transformé en un lieu étrange et dangereux. Je me tournai vers ma femme. Elle dormait toujours profondément, son visage étrangement paisible. Savait-elle pour ce loquet? Ou était-elle, elle aussi, la victime silencieuse d'une intrusion secrète? Cette nuit-là, je ne fermai pratiquement pas l'œil. Je sortis la lourde canne de mon père et la plaçai près de mon lit. Si quiconque osait entrer ici et lui faire du mal, je me battrais jusqu'à mon dernier souffle. Mais aucun bruit ne se fit entendre. Seulement le sifflement du vent et la respiration calme de ma femme. Le lendemain matin, tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais la graine du doute, plantée dans mon esprit, avait déjà pris racine. Je ne pouvais plus attendre. Je devais découvrir la vérité. Mon plan de détective commença par un changement dans mes habitudes. D'habitude, à 8 heures, après avoir servi le petit déjeuner d'Élise, je prenais mon panier et allais au marché. J'étais du genre méticuleux, et choisir des légumes frais et du poisson me prenait facilement 1 heure, voire 1 heure et demie. C'était le seul moment de la journée où elle était seule. Aujourd'hui encore, je sortis avec mon vélo, comme d'habitude. Je fermai la porte à double tour, saluai ma voisine, Madame Leclerc, qui arrosait ses géraniums, et pédalait tranquillement. Mais je n'allai pas directement au marché. Je m'arrêtai au café-tabac à l'entrée de la cité, commandai un café crème, et me mis à surveiller l'entrée de l'immeuble. Il n'y avait qu'une seule entrée. Si un étranger venait chez nous, il devait forcément passer par là. Je remontai le col de mon vieux manteau et ne quittai pas l'entrée des yeux. Beaucoup de gens passèrent, mais personne de suspect. Après une demi-heure, l'impatience me gagna et je décidai de rentrer. Je suis paranoïaque, me dis-je en haussant les épaules. Je pris mon vélo, fis mes courses à la hâte et rentrai près d'1 heure plus tôt que d'habitude. Arrivé devant la porte de notre appartement au 3e étage, je ne l'ouvris pas tout de suite. Je me cachai contre le mur et collai mon oreille au bois. Mon cœur battait la chamade, comme au temps de mes premiers amours. C'était silencieux, pas un bruit. Je poussai un soupir de soulagement. Je deviens vraiment sénile. Isado Feisamon, au moment où j'allais insérer la clé dans la serrure, un léger bruit de cliquetis à l'intérieur me figea sur place. C'était le son métallique de 2 objets qui s'entrechoquent, comme si quelqu'un déplaçait un objet lourd en métal, ou le bruit d'une roulette, puis des pas, pas le bruit de chaussons, mais celui de chaussures à semelles souples. Des pas rapides et légers. Il y a quelqu'un chez nous, c'est certain. Le sang me monta à la tête. Je tournai la clé brutalement, poussai la porte et me précipitai à l'intérieur. Qui est là? Montrez-vous.
Mon cri résonna dans le salon vide, mais personne ne répondit. Le salon était exactement comme je l'avais laissé. La télévision éteinte, le vieux canapé et la table basse à leur place. Je courus vers la chambre. Ma femme était allongée, les yeux fermés. Sa respiration régulière indiquait qu'elle dormait profondément. Mais la couverture, que j'avais remontée jusqu'à sa poitrine avant de partir, était en désordre, un coin traînant par terre. Et plus important encore, son front était perlé de sueur. Par ce temps frais d'automne, avec le ventilateur qui tournait, pourquoi transpirait-elle comme si elle venait de faire un effort intense? Je me précipitai vers le lit et la secouai par les épaules. « Élise, Élise !» Elle ouvrit lentement les yeux, me regarda d'un air hébété, puis cligna plusieurs fois des yeux, l'air fatigué. « Ça va? Quelqu'un est entré ?» demandai-je d'un ton pressant en balayant la pièce du regard. Élise me fixa, puis secoua la tête. Encore ce geste, mais cette fois, je remarquai qu'elle n'osait pas me regarder droit dans les yeux. Elle jeta un coup d'œil à la couverture en désordre, puis son regard se tourna vers la fenêtre du balcon. Je courus sur le balcon. La fenêtre était fermée, le loquet enclenché. En bas, dans la cour, personne de suspect. Désemparé et confus, je retournai à l'intérieur. J'avais clairement entendu un bruit. La couverture était en désordre et ma femme transpirait. Ce ne pouvait pas être une hallucination. Pour me calmer, j'allai aux toilettes. En entrant, je marchai dans une petite flaque d'eau sur le carrelage. En baissant les yeux, je vis une trace humide, pas encore sèche. La seule personne qui se déplace dans cet appartement, c'est moi. Et ce matin, je n'étais pas entré ici. D'où venait cette trace d'eau? Quelqu'un était entré, s'était lavé les mains ou les pieds à la hâte et était parti. Je retournai dans le salon, m'assis sur le canapé et me pris la tête entre les mains. Une sorte de fantôme hantait cet appartement. Un fantôme qui marche, qui fait du bruit, et qui utilise même les toilettes. Et le plus important, ce fantôme avait un lien avec ma femme. Pourquoi le protégeait-elle? Était-elle menacée? Non, si elle était menacée, ses yeux seraient remplis de terreur. Mais son regard, tout en étant résigné, avait une lueur de culpabilité. Coupable. Pourquoi se sentait-elle coupable envers moi? Une pensée horrible et absurde me traversa l'esprit. Se pourrait-il? Quel est un autre homme? Je chassai aussitôt cette idée. C'est ridicule. Une femme paralysée de la moitié du corps, clouée au lit depuis 6 ans. Une femme à qui il faut donner la béquée. Comment pourrait-elle me tromper? Et je sais à quel point elle m'aime, à quel point elle s'est sacrifiée pour moi. J'ai vu cela toute ma vie. La suspecter serait un péché. Mais, si ce n'était pas une liaison, qu'est-ce que c'était? Je décidai de ne plus lui poser de questions. Elle se contenterait de secouer la tête ou de garder le silence. Je devais attraper cet intrus en flagrant délit. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison devint pesante. Je parlais peu, et Élise, sentant mon humeur étrange, me jetait des regards inquiets. Les repas étaient d'un silence étouffant, seulement ponctué par le bruit des couverts. Je mis en place mon plan pour attirer l'intrus. Je continuais de partir à la même heure avec mon vélo, mais en réalité, je le confiais à un ami concierge dans l'immeuble d'en face et montais discrètement par l'escalier de service sur le toit de cet immeuble. De là, j'avais une vue imprenable sur notre balcon et la fenêtre de notre chambre. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, silence total. Le troisième jour, le ciel était couvert, menaçant de pleuvoir. Accroupi sur le toit, je tenais les vieilles jumelles que mon neveu m'avait prêtées. À 9 heures précises, une silhouette apparut dans le couloir de notre étage. Mon cœur rata un battement. C'était un homme de carrure athlétique, en survêtement gris, une casquette de baseball enfoncée sur la tête. Il portait à l'épaule un grand sac, qui ressemblait à une mallette de professionnel. Il se dirigea droit vers notre porte. Il s'arrêta un instant, regarda autour de lui. Et l'instant d'après, j'ai cru que j'allais m'étouffer. Il n'a pas crocheté la serrure, ni forcé la porte. Il a sorti de sa poche un trousseau de clés. Clic. La porte de notre appartement s'ouvrit avec une facilité déconcertante. Il entra et referma rapidement la porte. Je laissai tomber les jumelles, tremblant de tous mes membres. Des clés? Pourquoi avait-il les clés de chez nous? Seules 2 personnes les avaient, ma femme et moi. La clé d'Élise était gardée sur sa table de chevet, en cas d'urgence.
Le fait qu'il ait une clé signifiait soit qu'il était une connaissance, soit qu'il avait volé celle de ma femme. Dans les deux cas, qu'un homme inconnu entre chez moi à sa guise, en mon absence, pour se retrouver seul avec ma femme paralysée, était absolument intolérable. Le sang me monta à la tête. La jalousie, l'inquiétude, la peur et la colère se mêlèrent, me faisant oublier la douleur dans mes genoux. Je dévalai l'escalier de service comme un fou. Je devais les surprendre. Je devais voir de mes propres yeux qui était cet homme et ce qu'il faisait d'infâme dans ma maison. Je dévalai les escaliers de l'immeuble d'en face comme un dément. Jamais, depuis des décennies, mes vieilles jambes n'avaient couru aussi vite. Mon cœur ne battait plus au rythme de la vie, mais comme un tambour de guerre enflammé par la peur et la jalousie. La distance entre le toit et ma porte n'était que la largeur d'une cour. Mais à cet instant, cette distance me paraissait infranchissable, comme si elle séparait deux mondes. Je courais, le souffle court, la poitrine en feu. Une seule image tournait en boucle dans ma tête, un homme inconnu, seul avec ma femme, dans notre chambre. Que faisait-il? Qui était-il pour avoir une clé? Et pourquoi? Pourquoi Élise le protégeait-elle? Arrivé au rez-de-chaussée de notre bâtiment, je faillis trébucher sur un morceau de brique. Ignorant la douleur fulgurante dans mon genou, je m'agrippai à la rampe et grimpai les 3 étages. Ces escaliers usés et familiers me semblèrent ce jour-là interminables. Arrivé devant la porte, je m'arrêtai, haletant. Elle était fermée, la serrure me narguant silencieusement. De mes mains tremblantes, je mis une éternité à trouver le trou de la serrure et à ouvrir. Bang! Je poussai la porte violemment, prêt à me battre. Où êtes-vous? Sortez immédiatement. Mon cri brisa le silence matinal, mais seul l'écho et le bourdonnement du ventilateur me répondirent. Le salon était vide. Je me précipitai dans la chambre et écartai brusquement les rideaux. Élise était allongée, les yeux fermés. Surprise par le bruit, elle les ouvrit et me regarda, terrifiée. « Jean, quand es-tu rentré ?» demanda, elle d'une voix faible et hésitante. Pour toute réponse, je me mis à fouiller la pièce comme une bête blessée. Sous le lit, dans l'armoire, sur le balcon, dans la salle de bain. Personne. L'appartement était vide. Je me tins au milieu de la pièce, le souffle court, la sueur dégoulinant sur ma chemise. Avais-je mal vu? Impossible. Avec les jumelles, je l'avais clairement vu ouvrir la porte et entrer. Il ne s'était pas écoulé 10 minutes entre ce moment et mon arrivée. Où avait-il pu disparaître? Avait-il sauté du balcon? Du 3e étage? Je me tournai à nouveau vers ma femme, le regard brûlant. Où est-il? Élise se recroquevilla et détourna le regard. Qui? Je ne comprends pas ce que tu dis. Yoling Portezea, te, Don Zezou, Endor, Pesso. Ne fais pas l'innocente. J'ai tout vu. Un homme est entré ici. Il avait même une clé. C'est toi qui la lui as donnée, n'est-ce pas? Où l'as-tu cachée? Élise se mit à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées. Elle secouait la tête frénétiquement. Jean, tu m'accuses à tort. Je suis là, incapable de bouger. Même pour aller aux toilettes, j'ai besoin de toi. Comment pourrais-je cacher quelqu'un? Ne me soupçonne pas, s'il te plaît. C'est trop injuste. Pour Isa m'envaut, à l'abiciper movio, irrituma vaison, en la voyant sangloter, ma colère s'évanouit, remplacée par une confusion extrême. Avais-je vraiment eu des hallucinations? Mais ce trousseau de clés dans sa main était si net. Je m'assis sur une chaise, la tête entre les mains. L'air de la pièce était lourd. C'est alors qu'une odeur étrange me parvint. Ce n'était ni l'odeur familière de pommade, ni le renfermé de ce vieil appartement. C'était un parfum frais et puissant, comme un mélange de plantes médicinales et de menthe. Cette odeur était récente. Un étranger était bien là. Il avait disparu juste avant mon arrivée, probablement en entendant mes pas lourds dans l'escalier. Je me sentis impuissant et me tus. Je ne l'interrogeai plus. Je savais que je n'obtiendrais rien. Je me levai en silence, sortis et claquai la porte. J'avais besoin d'air. Je m'assis sur un banc dans la cour, à l'ombre d'un platane. Les voisines qui papotaient en épluchant leurs légumes se turent en me voyant, échangeant des regards entendus. Madame Leclerc, la concierge et pipelette en chef du quartier, se racla la gorge et me lança d'un ton mi-inquiet, mi-curieux. « Tiens, monsieur Jean, vous rentrez tôt aujourd'hui. D'habitude, à cette heure-ci, vous êtes encore en train de marchander vos poireaux au marché. Et à four, Sato Marquez, Sato.
Je forçai un sourire. Oui, un peu fatigué aujourd'hui. Eh, ta Josie. Madame Leclerc échangea un regard avec sa voisine et baissa la voix, mais assez fort pour que j'entende. Vous voyez, je vous l'avais dit. Quand on laisse une malade seule à la maison, il se passe toujours des choses bizarres. L'autre jour encore, j'ai vu un homme étrange avec un grand sac monter chez Monsieur Jean. Très suspect, je vous le dis. Et zente, don, bon, don. Mes oreilles se dressèrent. Pardon? Vous avez vu un inconnu monter chez moi? Ravie de mon intérêt, elle enchaîna. Oh que oui, et pas qu'une fois. Il apparaît toujours au moment où vous partez faire vos courses. Je pensais que c'était un cousin de province. Mais un invité ne se déplace pas sur la pointe des pieds comme ça. C'est le silence complet, et juste avant votre retour, il a disparu sans laisser de traces. Pousine, une autre voisine ajouta, et ce qui est bizarre, c'est qu'il semble avoir une clé. Je l'ai vu ouvrir la porte blindée lui-même, comme s'il était chez lui. On n'a pas osé vous en parler. Ce sont vos affaires de famille. Après tout, hey, tout mis en faucon. Leurs paroles furent comme des poignards dans mon orgueil. Tout le quartier était au courant, et moi seul, comme un idiot, ignorais ce qui se passait dans ma propre maison. Affaires de famille. Ces mots me blessèrent, sonnant comme une moquerie. Devenir le sujet de commérages à mon âge, à cause de ma femme. Mon visage me brûlait de honte et de rage. Je les remerciais vaguement et me levai. Je ne supportais plus leur chuchotement. De retour à la maison, Élise était tournée vers le mur. Son dos frêle tremblait légèrement. Mon cœur se brisa. Elle me faisait pitié, je lui en voulais, et j'étais en colère. En colère qu'elle m'ait menti, pitié de son corps malade, et une haine profonde pour cet homme inconnu qui avait détruit la paix de notre foyer. Je décidai de ne plus faire de scène. Cela ne servirait qu'à nous couvrir de honte. Je devais enquêter discrètement. Découvrir qui était cet homme. Si c'était un escroc, j'appellerais la police. Si c'était un ancien amant ou une relation inappropriée, je ne savais pas ce que je ferais. Le divorce? Une scène de ménage à mon âge? Je n'en avais plus la force. Je voulais juste la vérité. Aussi cruelle soit-elle, je devais savoir. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé près d'elle, la distance d'une main me semblait un gouffre. En écoutant sa respiration, je me demandais, à quoi pense-t-elle? Pense-t-elle à cet homme? Le doute, comme un poison, rongeait mon âme, transformant le vieil homme paisible que j'étais en un être méfiant et acariâtre. J'ai fouillé dans le répertoire téléphonique de nos enfants, vérifié nos comptes en banque, et j'ai même mis une marque discrète sur la porte pour voir si quelqu'un l'ouvrait en mon absence. Une atmosphère étouffante enveloppa notre appartement. La colère en moi n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser. Et cette étincelle fut la rencontre fatidique du lendemain. Après l'échec de la veille, je changeai de stratégie. Plus question d'observer de loin, je devais voir son visage. Savoir quel genre d'homme pouvait agir avec une telle audace. Le lendemain matin, je fis encore semblant d'aller au marché. Mais je n'allais pas loin. Je laissai mon vélo chez un ami commerçant et me cachai derrière un grand platane, en face de l'entrée de la cité. Un poste d'observation parfait, discret, mais avec une vue sur tous les allées et venues. Je tirai ma vieille casquette sur mes yeux, fis semblant de lire un journal, mais mon regard balayait les environs. Les moustiques me dévoraient les jambes, la sueur coulait dans mon cou, mais j'attendis, obstinément. 9h15. Une vieille mobilette entra silencieusement dans la cité. Le conducteur était un homme de mon âge, être un peu plus jeune. Il portait une chemise à carreaux, un pantalon gris impeccable et des chaussures bien cirées, quoique usées. Il était robuste, le dos droit, et avait l'air d'un homme instruit. Il gara sa mobilette, accrocha son casque et se dirigea vers les escaliers, un sac en cuir noir à la main. C'était le même sac. Le sac que j'avais vu avec les jumelles. C'était lui. Mon cœur s'emballa. Au moment où il passa dans la lumière, je plissai les yeux pour bien voir son visage. Un visage carré, un teint frais, des yeux vifs, des sourcils épais, une physionomie franche et honnête. Il ressemblait moins à un voleur ou un escroc qu'à un fonctionnaire à la retraite, un professeur ou un médecin. Mais c'est justement cette apparence respectable qui m'inquiétait le plus. On connaît le visage, mais pas le cœur. Les plus grands escrocs ont souvent l'air dignes de confiance. Et si c'était un ancien amant, honnêtement, il avait bien meilleure allure que moi. Je me regardais,
Un vieux t-shirt, un short délavé, des sandales usées. Une comparaison amère me traversa l'esprit. Il marchait d'un pas assuré, sans la moindre trace de suspicion. Il monta directement les escaliers menant à notre appartement. J'eus une envie folle de courir, de l'attraper par le col et de lui demander des comptes. Mais la raison me retint. Faire une scène au milieu de la cour de l'immeuble, ce serait moi le premier humilié, et Élise la plus blessée. Je devais le surprendre en flagrant délit, chez nous. Là, il n'aurait aucune excuse. Je le laissai entrer, attendis 5 minutes, et le suivis discrètement, marchant à pas de loup. Arrivé au 2e étage, j'entendis la porte du 3e s'ouvrir puis se refermer. Il était entré. Je me cachai dans un recoin de l'escalier et tendis l'oreille. Silence. Un silence parfait. C'est ce silence qui me rendait fou. J'aurais préféré entendre des rires ou des discussions. Que faisait-il pour être si silencieux? Je montai prudemment au 3e et collai mon oreille à la porte. Cette fois, j'entendis une voix basse. « Serrez les dents, ça va faire un peu mal. » Exab. Une voix d'homme, grave et chaleureuse. Puis un léger gémissement de ma femme. « Aïe, ça fait trop mal. »« Ak, dascouf, d'où, aïe !» Le sang me monta à la tête. Le monde se mit à tourner. « Ça fait mal. »« Serrez les dents. » Dans mon esprit torturé par la jalousie, ces mots se transformèrent en une scène obscène et immonde. Que faisaient-ils à ma femme? Je serrai les poings, prêt à défoncer la porte, mais j'entendis à nouveau la voix de l'homme, plus distinctement cette fois. « Détendez-vous et respirez profondément. Voilà, cette jambe est très raide, il faut persévérer. Ayez stay spec sec, onte jusvec spec spec, et spec. Une jambe raide, respirez profondément. » Cela ressemblait plus à un exercice ou un traitement médical. J'étais abasourdi. La colère laissa place à la confusion. Se pouvait-il que cet homme soit un médecin ou un kinésithérapeute? Mais si elle recevait un traitement, pourquoi me le cacher? Pourquoi se voir en secret, seulement quand je n'étais pas là? Pourquoi avait-il une clé? Quel médecin vient chez ses patients et ouvre la porte comme s'il était chez lui? Et surtout, d'où venait l'argent pour payer un médecin à domicile? Notre petite retraite suffisait à peine pour les médicaments et les courses. L'argent que les enfants nous envoyaient, c'était moi qui le gérais. Ce genre de visite devait coûter une petite fortune. D'où Élise sortait-elle cet argent? Se pouvait-il qu'il la traite gratuitement en échange d'autre chose? Cette pensée sombre fit surface. J'avais horreur de moi-même. Je ne voulais pas croire ma femme capable d'une telle chose, mais toutes les circonstances allaient à l'encontre de ma confiance. Je restais là, devant la porte, paralysé. Si j'entrais, j'avais peur de faire face à une vérité cruelle, peur de tout briser, d'humilier ma femme. Si je n'entrais pas, j'allais devenir fou. Finalement, je choisis la solution la plus lâche. Je reculai. Je ne voulais pas voir la scène horrible que j'imaginais. J'avais besoin de temps pour vérifier l'identité de cet homme. Je devais savoir qui il était, son nom, son adresse. Le cœur lourd, je redescendis discrètement les escaliers. Je me dirigeai vers l'entrée de la cité, où les chauffeurs de taxi-scooters attendaient les clients. Je demandai nonchalamment des informations sur l'homme à la vieille mobilette. Ah, le monsieur à la mobilette bleue? On dirait un médecin. Il a toujours une sorte de mallette et il vient souvent dans le quartier. Il a l'air d'un type bien. Eye, spertozo. Ieye, sato sato, en luto sato. Un médecin. Un type. Bien. Ces deux expressions me torturèrent toute la matinée. Un médecin respectable qui, en l'absence du mari, entre en secret chez une femme paralysée pour la soigner gratuitement. Un conte de fées pareil n'existe pas. Et si, derrière ce masque de médecin, se cachait un terrible secret? Je décidai de ne pas dormir cette nuit. Je devais fouiller à nouveau dans les affaires d'Élise. Je devais trouver un indice sur cet homme. La nuit tomba, plongeant la chambre dans l'obscurité. J'entendais la respiration régulière d'Élise. Je me levai, allumai la lampe de poche de mon téléphone et commençai ma fouille silencieuse. Et là, dans une vieille boîte en bois de peuplier sous l'armoire, je trouvai quelque chose qui allait éclaircir le mystère, et je restai pétrifié. Cette boîte était un cadeau de ma belle-mère pour notre mariage. Elle dormait là, couverte de la poussière du temps. D'une main tremblante, je soufflai la poussière. La petite serrure en laiton était rouillée mais solide. Je savais où Élise cachait la clé.
dans une vieille tirelire en forme de cochon, sur le dessus de l'armoire. Clic, le couvercle s'ouvrit. Une odeur de vieux papier et de naphtaline me monta aux narines. À l'intérieur se trouvaient les souvenirs précieux de ma femme, les certificats de naissance des enfants, notre livret de famille et un vieil album photo à la couverture de velours rouge usé. À la faible lueur de mon téléphone, je tournais les pages. Des photos en noir et blanc jauni racontaient la jeunesse éclatante de ma femme. Une photo avec ses amis du club de littérature, notre photo de mariage. Je passais rapidement les pages familières, cherchant un visage étrangement familier. Et je m'arrêtais à la dernière page. Une petite photo de 3 jeunes hommes en uniforme militaire, bras dessus, bras dessous, souriant devant un hôpital de campagne. Celui du milieu était le frère d'Élise, Henri, mort au combat pendant la guerre d'Algérie en 1961. Je ne connaissais pas celui de gauche, mais en voyant celui de droite, mon cœur s'arrêta. Les cheveux avaient blanchi, les rides s'étaient creusées, mais sa carrure robuste et son visage carré et franc étaient indubitablement les mêmes. C'était l'homme à la mobilette, l'homme qui était entré en secret chez nous ce matin. D'une main tremblante, je sortis la photo et regardai au dos. L'encre était passée, mais on pouvait encore lire. Antoine, Henri et moi. Été 1960, hôpital militaire de Constantine. Ah, Ibo, Osave, Antoine. Son nom était Antoine Dubois. C'était donc un frère d'armes de son frère. Un lien du passé. Mais pourquoi? Pourquoi l'ami de son frère apparaissait-il maintenant, comme un voleur, se livrant à des agissements suspects avec la sœur de son ami? Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête. Si c'était un vieil ami, pourquoi Élise ne me l'avait-elle pas présenté? Je suis son mari, je ne suis pas assez mesquin pour lui interdire de voir ses amis. Pourquoi venait-il seulement en mon absence? Pourquoi avait-il une clé? Le fait qu'il soit l'ami de son frère était une réponse, mais créait un mystère encore plus épais. Se pouvait-il qu'il y ait eu quelque chose entre eux dans leur jeunesse? Un amour impossible? Et maintenant, au crépuscule de leur vie, se retrouvaient-ils pour raviver la flamme? Je refermai la boîte et la remis sous l'armoire. J'éteignis la lampe de poche et me recouchai, mais je fixais le plafond obscur, les yeux grands ouverts. À côté de moi, Élise dormait toujours. En regardant son visage émacié dans la pénombre, une amertume m'envahit. Pendant que j'étais à l'armée, pendant mes longs déplacements, elle avait élevé seule les enfants, s'était occupée de ma famille. Se pouvait-il que, pendant ces longues années de solitude, cet Antoine Dubois était son soutien moral? Se pouvait-il que le tiers dans leur amour silencieux, ce soit moi? Non, impossible. Je chassais ces pensées sombres, Élise même. Je l'ai sentie chaque jour, dans les repas, les vêtements, et la façon dont elle s'est occupée de mes parents avant leur mort. Mais on dit qu'un vieil amour n'a besoin que d'une étincelle pour se ranimer. Surtout maintenant qu'elle est malade et diminuée, et que je suis un vieil homme bourru. La gentillesse d'un médecin distingué et bien bâti a pu faire vaciller son cœur. J'étendis le bras pour la serrer contre moi, mais m'arrêtai en plein vol. J'avais peur. Peur de la toucher. Peur de la réveiller et de lui poser des questions stupides qui nous blesseraient tous les deux. Peur que la vérité ne brise en 1000 morceaux ce foyer que j'avais bâti toute ma vie. Cette nuit-là, je me tournais et me retournais sans cesse. Le bruit d'un gecko sur le plafond ressemblait à un soupir dans la nuit. Je regardais mes mains rugueuses et calleuses. Avec ces mains, j'avais élevé mes enfants, travaillé dur pour nourrir ma famille, et depuis 6 ans, lavé et massé ma femme. Mais maintenant, ces mains me semblaient si impuissantes. J'étais vieux, affaibli. Je n'étais plus le jeune homme plein de vigueur qui pouvait la protéger de toutes les tempêtes. Si cet Antoine Dubois avait vraiment de mauvaises intentions, aurais-je la force de la protéger, ou n'étais-je qu'un vieillard impuissant, berné dans sa propre maison? Ce n'est qu'à l'aube que je m'endormis d'épuisement. Dans un rêve confus, je vis Élise se lever et marcher, en parfaite santé. Elle riait et parlait joyeusement avec Antoine Dubois, puis ils partaient ensemble, me laissant seul, assis dans un fauteuil roulant, dans une maison vide et froide. Je me réveillais en sursaut, couvert de sueur. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre. Élise était déjà réveillée et me regardait fixement. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es agité toute la nuit. Tu es malade ?» demanda-elle d'une voix inquiète. Je la regardai, ravalai un soupir et forçai un sourire. « Non, ça va. Juste le temps humide qui me donne des courbatures.
Elmonville, 6 MSC. Je la redressai et commençai ma routine matinale. Mais aujourd'hui, tous mes gestes étaient maladroits. Je ne lui racontais plus d'histoires drôles, ne fredonnais plus de vieilles chansons. Un silence lourd pesait sur nous. Je savais que je ne pouvais plus vivre dans ce doute et cette souffrance. Je devais tout éclaircir. Je devais voir de mes propres yeux ce qui se passait dans cette chambre en mon absence. Seule la vérité brute pouvait me libérer de cet enfer psychologique. Et ce matin-là, en lui brossant les cheveux, un plan audacieux germa dans mon esprit. Un plan qui risquait de briser la confiance de notre couple, un plan douloureux mais nécessaire. Chérie, je m'arrêtais de la coiffer et me raclais la gorge. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de la mort de mon grand-père, en Bourgogne. Ça fait des années que je n'y suis pas retourné à cause de ta santé, et je me sens coupable envers nos ancêtres. Cette année, c'est le 10e anniversaire, et la famille insiste pour que je vienne discuter de la rénovation de la maison de famille. Et, MOFO. Élise me regarda à travers le miroir de la vieille coiffeuse. La surprise se peignit sur son visage, puis la culpabilité. Bien sûr, tu dois y aller. Tu es l'aîné. Tu ne peux pas toujours t'absenter. Mais, que vais-je faire seul à la maison? On devrait être appelé notre fille. Je secouai la tête. Non, elle est déjà bien assez occupée avec ses enfants. Ce serait encore plus fatigant pour elle de venir jusqu'ici. Voilà ce que je pensais. Je ne pars que pour 3 jours. Je pars demain matin, et je reviens après-demain soir. Je vais te préparer des plats à l'avance et les mettre au frigo. Tu n'auras qu'à les réchauffer. Pour ta toilette, je demanderai à Madame Leclerc de passer le midi et le soir, juste pour t'aider un peu. Elle est forte et gentille. Je lui en ai déjà parlé, et elle a accepté avec plaisir. Qu'en penses-tu? En réalité, je n'avais rien demandé à Madame Leclerc. C'était un prétexte. Je connaissais bien ma femme. Elle détestait déranger les autres, surtout pour des choses aussi intimes. Elle refuserait certainement, ce qui l'obligerait à trouver une autre solution. C'était mon test. Élise resta silencieuse un long moment, l'air de réfléchir profondément. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, vas-y, il faut honorer ses devoirs. Je me débrouillerai. Ne dérange pas Madame Leclerc, elle a déjà assez à faire. Je mangerai un peu moins, j'irai moins aux toilettes, c'est tout. Ne t'inquiète pas, et vas-y. Aïe. Aïe bonne. Ne t'inquiète pas et vas-y. Ces mots, d'habitude si réconfortants, me transpercèrent le cœur. Était-elle vraiment sûre de pouvoir se débrouiller seule, ou me rassurait-elle parce qu'elle avait déjà une solution de rechange nommée Antoine Dubois? Je ravalai un soupir et répondis d'un ton enjoué. Bon, si tu le dis, ça me rassure. Je vais aller au marché préparer tout ça. Lise, meia mette cessez aussi beau. Toute la journée, je m'affairais en cuisine. Je préparais un grand plat de sauté de porc, une daube et quelques autres accompagnements. Je répartis la nourriture dans des boîtes en plastique, étiquetées lundi midi, lundi soir, mardi matin. Comme pour me faire pardonner le mensonge que j'allais commettre, je préparais tout avec le plus grand soin. C'était la première fois en plus de 40 ans que je mentais de façon si préméditée à ma femme. Ce soir-là, après le dîner, je fis ma vieille valise. Élise, assise dans son fauteuil roulant, me regardait plier mes vêtements. Dans son regard, il y avait de la tristesse, mais aussi une sorte de soulagement, et même d'attente. Cette attente me poignardait le cœur. Était-elle impatiente que je parte pour pouvoir le voir librement? Le lendemain matin, je me levai très tôt. Je lui préparai une soupe chaude et la submergeai de recommandations. Les médicaments, la porte, l'électricité, le gaz. J'ai compris. Arrête et vas-y. Tu vas rater ton train. Je vais bien. Et quand tu seras là-bas, passe le bonjour à la famille de ma part. Es el pirtacus, bus et terci. Je pris ma valise, et sur le pas de la porte, je me retournai une dernière fois. J'y vais. Reste bien sage. S'il y a quoi que ce soit, appelle Mathieu ou appelle-moi. Mas aux avocats, pose-me, desme. Mas aux avocats. J'ai compris. Vas-y. Je sortis. Le bruit de la serrure, qui se fermait derrière moi, sonna comme la fin d'un acte dans une pièce de théâtre. Mais la vraie pièce ne faisait que commencer. Je n'allais pas à la gare comme prévu. Je me dirigeais directement vers l'immeuble d'en face, le bâtiment B. C'est là que vivait mon vieil ami Michel. Veuve depuis quelques années,
ses enfants vivant à l'étranger, il vivait seul dans un grand appartement. La semaine dernière, il m'avait invité, mais j'avais dû refuser à cause d'Élise. Aujourd'hui, j'allais abuser de son hospitalité. Michel fut surpris de me voir, avec ma valise. « Jean, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es disputé avec ta femme? Elle t'a mis à la porte ?» Je souris amèrement, l'entraînai à l'intérieur, fermai la porte et murmurai « Ne m'en parle pas. Il y a une fuite d'eau dans notre salle de bain, c'est en travaux. La poussière, le bruit. Élise est partie chez notre fille pour quelques jours, et moi, je ne voulais pas déranger. Alors, je suis venu squatter chez toi. Si tu me laisses dormir ici, je serai ton partenaire de belote jour et nuit. » Ah, Podo! Heureusement, Michel, qui se sentait seul, fut ravi de ma venue et ne posa aucune question. « Ah, ce n'est que ça. Reste un mois si tu veux, l'appartement est grand. Tu tombes bien. » Je choisis immédiatement la petite chambre qui donnait directement sur notre appartement. Celle-ci me plaît bien. La fenêtre est grande, je pourrais surveiller l'avancée des travaux. Elle commandise. Mon poste d'observation était installé, je sortis mes jumelles de ma valise. Des jumelles haute performance, achetées en secret avec mes économies, qui permettaient de voir une fourmi. Michel voulut jouer aux cartes, mais après quelques parties, je prétextai la fatigue et me retirai dans ma chambre. Je fermai la porte à clé, approchai une chaise de la fenêtre et me mis en position de combat. De là, je pouvais voir très clairement notre salon et une partie de la chambre. Ce jour-là, Élise n'avait tiré que les voilages, pas les rideaux épais. 9 heures. Toujours rien. 9h30. Le téléphone fixe ne sonna pas, mais je la vis prendre son vieux portable. Elle semblait passer un appel. La conversation fut très courte. Je retins mon souffle et attendis. Elle l'avait appelé, n'est-ce pas, pour lui dire que son mari était parti et qu'il pouvait venir. Et en effet, à 10h15, la mobilette familière apparut. Antoine Dubois, toujours impeccablement vêtu, portait son mystérieux sac noir. Il gara sa mobilette et, contrairement à d'habitude, ne se pressa pas. Il leva les yeux vers notre fenêtre, puis se dirigea tranquillement vers l'escalier. Mon cœur battait à tout rompre, le sang me montait à la tête. À travers les jumelles, je vis notre porte d'entrée s'ouvrir. Antoine Dubois entra, et cette fois, il ne referma pas la porte tout de suite. Il la laissa entr'ouverte et se dirigea droit vers ma femme, assise dans son fauteuil roulant. Je ne clignai pas des yeux, observant la scène. Il se pencha et lui dit quelque chose. Elle sourit, un sourire radieux que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Puis il ouvrit son sac. Je plissai les yeux pour voir ce qu'il en sortait. De l'argent, un cadeau, non. Il sortit une bouteille contenant un liquide ambré et des bâtons de moxa. Puis il remonta les manches de sa chemise. Il s'agenouilla devant elle. Hésitante, elle remonta son pantalon. La scène me parut à la fois obscène, violente et incompréhensible. Obscène, car il touchait la peau nue de ma femme, que seul moi étais autorisé à toucher. Violente, car un homme inconnu massait sa jambe. Mais incompréhensible, car ses gestes étaient professionnels, fermes et n'avaient rien de déplacé. Il versa le liquide dans ses mains, les frotta pour les réchauffer, et commença à appuyer fortement sur des points précis de sa jambe. Ma femme grimaça et laissa échapper un cri. Je pouvais lire sur ses lèvres. Elle s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil. Il leva la tête, lui dit quelque chose pour la rassurer, et continua le massage. Il travaillait d'arrache-pied, le front en sueur. Puis, il l'aida à se lever. Se lever, Élise pouvait se lever. Stupéfait, je baissai les jumelles, puis les remontai en toute hâte. C'était vrai. Ma femme était debout. Elle s'agrippait de toutes ses forces à ses épaules. Il reculait pas à pas, l'incitant à faire de petits pas. Ses jambes vacillaient, tremblaient, mais elle marchait. Debout, sur ses 2 pieds, elle marchait. Pourquoi? Pourquoi m'avait-elle caché un tel miracle? Pourquoi, après l'avoir portée et lavée pendant 6 ans, devait-elle être soutenue par cet inconnu et non par moi, son mari? Je me sentis trahi. Pas une trahison physique, mais une trahison de confiance et de rôle. J'avais été complètement exclu de son processus de guérison. Dans ma propre maison, j'étais devenu un étranger. Mais le spectacle n'était pas terminé. Après 30 minutes d'entraînement exténuant, il la rassit dans son fauteuil. Et ce qui suivit me glaça le sang. Il sortit de son sac une boîte repas. Il l'ouvrit et,
cuillère par cuillère, lui donna à manger. Tout en lui donnant à manger, il riait et parlait joyeusement. Elle acceptait la nourriture avec appétit, le regardant avec une gratitude et une affection évidente. Cette scène, un autre homme, dans ma cuisine, donnant à manger à ma femme. Tandis que moi, réfugié chez un voisin, j'observais ce spectacle misérable. C'était plus douloureux que n'importe quel coup de fouet. Cela déchiquetait ma fierté d'homme. Je cognais ma tête contre le cadre de la fenêtre. Des larmes de vieil homme coulaient silencieusement. J'avais envie de crier, de courir et de tout casser. Mais je ne pouvais pas. J'étais comme cloué à cette chaise, prisonnier de ma curiosité et d'une douleur extrême. Je devais continuer à regarder. Je devais voir la fin de cette pièce, et je restais là, comme une statue, à regarder un étranger prendre soin de ma femme pendant 3 jours. 3 jours, 72 heures, les plus longues et les plus douloureuses de ma vie. Enfermé dans la petite chambre de mon ami Michel, survivant avec des nouilles instantanées et de l'eau, les yeux rivés à mes jumelles. La scène qui se déroulait de l'autre côté de la fenêtre me déchirait le cœur. Chaque matin, à la même heure, Antoine Dubois apparaissait, et la même routine se répétait. Mais à force d'observer, je commençais à remarquer des détails étranges que ma jalousie initiale m'avait cachés. Je compris que c'était un entraînement ardu, voire une torture. À travers les jumelles, je voyais les paires de sueur sur le front de ma femme, son visage crispé par la douleur. Chaque fois qu'il pliait son genou ou appuyait fort sur un point paralysé, je la voyais hurler en silence. Les larmes coulaient sans cesse, son corps était secoué de spasmes. Si c'était un amant venu prendre du bon temps, aurait-il fait souffrir sa bien-aimée de la sorte? Lui non plus n'avait pas l'air à l'aise. Il travaillait si dur que sa chemise était collée à son dos par la sueur. Son visage était extrêmement tendu et concentré. Parfois, il s'arrêtait pour lui essuyer le front, le regard plein de pitié, mais reprenait aussitôt l'entraînement avec fermeté. Le 2e jour, je les vis faire une pause. Il était assis sur une chaise, elle dans son fauteuil roulant, face à face. Ils discutèrent longuement. Il sortit des papiers de son sac, dessina et écrivit quelque chose en lui expliquant. Elle hochait la tête sérieusement, le regard plein d'une confiance absolue. Ce n'était pas le regard de 2 amants. C'était le regard d'un patient pour son médecin, d'un élève pour son maître, d'un noyé pour sa bouée de sauvetage. Mes doutes sur une relation inappropriée commencèrent à s'estomper, mais furent remplacés par un immense sentiment d'inutilité. Pourquoi avait-elle dû endurer cette souffrance seule? Pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé? De peur de m'inquiéter? Ou pensait-elle que ce vieil homme ne servait à rien? Je repensais au moment où je l'amassais. J'étais toujours si prudent, de peur de lui faire mal. Au moindre haï, j'arrêtais tout et m'affolais. Ma surprotection avait donc freiné sa guérison. En l'aimant trop, lui avais-je paradoxalement volé la chance de devenir plus forte? Voir Antoine Dubois la traiter avec rudesse me déchirait le cœur. J'avais envie de courir, de le repousser et de crier « Ne lui faites plus mal !» Mais la raison me retenait, parce que je voyais les résultats. Le 2e soir, je la vis boire seule dans un verre, sans trembler comme avant. Je la vis bouger son gros orteil. Une chose qu'elle n'avait pas faite depuis 6 ans. Ces petits progrès étaient comme de faibles lueurs dans une obscurité profonde. Et celui qui apportait cette lumière n'était pas moi, mais cruellement, cet homme étranger. Je me sentis inutile, un simple spectateur de la pièce qu'était la vie de ma femme, après m'être fait voler le premier rôle. Ma jalousie vulgaire se transforma peu à peu en honte et en un remords infini. Le 3e jour, selon mon faux emploi du temps, je devais rentrer cet après-midi. Ce matin-là, l'ambiance chez nous semblait différente. Antoine Dubois arriva plus tôt que d'habitude. Au lieu de sa mallette, il portait un déambulateur en acier brillant. Je retins mon souffle. Ils poussèrent les meubles pour faire de la place. Il plaça le déambulateur au centre du salon. Il aida ma femme à se lever et posa ses mains sur les poignets. Elle tremblait comme une feuille. Ses jambes décharnées, endormies depuis 6 ans, devaient supporter tout le poids de son corps. Il retira ses mains. Il recula d'un pas et lui fit signe d'avancer. À travers les jumelles, je vis la peur dans ses yeux. Elle regarda ses jambes, puis le regarda à nouveau. Il articula silencieusement. 1, 2, 3. Élise prit une profonde inspiration. Elle se mordit, les lèvres à s'en faire saigner. Elle avança le pied gauche. Tout son corps vacilla. Elle se rattrapa en s'appuyant de toutes ses forces sur ses bras.
Il ne courut pas pour l'aider. Il resta là, les bras croisés, la regardant avec un air sévère, mais encourageant. Elle avança le pied droit. 2 pas, 3 pas. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma femme marchait. Elle marchait seule dans le salon. Sa démarche était certes chancelante et ridicule, mais c'étaient les pas d'une résurrection. Des larmes brouillèrent ma vue. J'essuyai rapidement mes yeux pour mieux voir. Je voulais graver cet instant dans ma mémoire pour toujours. Mais à ce moment-là, boum, au 4e pas, ses jambes s'en mêlèrent. Elle perdit l'équilibre et s'effondra sur le sol. Le déambulateur vola plus loin. Je criai dans la chambre vide. « Élise !» Je faillis me cogner la tête contre la vitre. De l'autre côté, Antoine Dubois se précipita, mais avant qu'il ne puisse l'aider, elle lui fit signe de ne pas approcher. Elle tenta de se relever seule, en s'appuyant sur ses mains. Ses cheveux étaient en désordre, son visage rouge de douleur. Elle devait avoir mal. Les os d'une personne âgée sont fragiles comme du verre. Et si elle s'était cassé quelque chose, mon cœur se serra. Je ne supportais plus de la voir souffrir. Mais elle n'abandonna pas. Elle s'agrippa au canapé et, en serrant les dents, se releva. La sueur et les larmes coulaient sur ses joues. Elle regarda la photo de notre mariage accrochée au mur, où je souriais, jeune. Je pus lire sur ses lèvres. Elle murmurait « Courage !» Pour lui, pour nos noces d'or. Aya, pour s'aimer. Le monde s'écroula autour de moi. Tous mes doutes, ma jalousie, mon égoïsme, éclatèrent comme des bulles de savon. C'était donc ça. Toute cette patience, ce secret, cet entraînement douloureux, c'était pour moi. Elle voulait me faire une surprise. Pour nos noces d'or, elle voulait marcher jusqu'à moi. Elle voulait alléger mon fardeau. Elle voulait me rendre fier. Et moi, qu'avais-je fait? J'avais suspecté une liaison, je l'avais espionnée comme un voleur. Pendant qu'elle luttait contre la douleur physique, j'étais caché, prisonnier de mes pensées viles et laides. J'étais le pire des maris. De l'autre côté, Élise s'était relevée. Elle reprit le déambulateur et recommença à marcher. 1 pas, 2 pas. Elle marchait en pleurant et en riant à la fois. À côté d'elle, Antoine Dubois applaudissait et l'acclamait. Cette scène était plus belle que n'importe quel tableau, plus sainte que n'importe quelle prière. Le miracle ne s'était pas produit tout seul. Il avait été façonné par la sueur, les larmes et un amour immense. Je ne pouvais plus attendre. Je jetai les jumelles sur le lit et saisis ma valise. Je devais rentrer. Maintenant, plus de plan. Je voulais juste courir vers elle, la serrer dans mes bras, m'agenouiller, lui demander pardon et marcher à ses côtés sur ce chemin si difficile. Je sortis en courant de chez mon ami Michel, sans même lui dire au revoir. Je traversai la cour comme un fou. Les regards surpris des gens m'importaient peu. J'arrive, Élise. J'arrive. Teisto. Don, Esa Paz et Wudomave. Je traversai la cour de l'immeuble comme un forcené, ignorant les regards curieux des voisines. Le vent sifflait à mes oreilles, mais dans ma tête, il n'y avait que le cliquetis du déambulateur et l'image de ma femme s'effondrant. Les escaliers menant au 3e étage ne m'avaient jamais paru si longs. Mes poumons me brûlaient, mon cœur allait exploser. Je n'étais plus un vieil homme de 75 ans souffrant d'arthrose. J'étais un mari courant vers la femme qu'il aimait plus que tout au monde. La porte de notre appartement était entr'ouverte. Pas besoin de clé. Je la poussai violemment et entrai. À l'intérieur, tout semblait figé. Au milieu du salon, Antoine Dubois était à genoux, soutenant ma femme. Elle était assise par terre, s'agrippant au canapé. Son visage était pâle, couvert de sueur. Tous deux se tournèrent vers moi, stupéfaits. Un silence étouffant s'installa, seulement rompu par mon souffle rauque. « Jean » balbutia Élise. Ses yeux, d'abord exorbités de surprise, se remplirent d'une peur panique. Comme une enfant prise en faute, elle retira vivement sa main et tenta de repousser Antoine. Je restai là, cloué sur place, la regardant, puis regardant cet homme. À cet instant, je pensais que j'allais lui sauter dessus, le frapper, hurler de jalousie. Mais non. En voyant son visage doux et inquiet, et celui de ma femme, où se mêlaient la douleur et la honte, toute ma colère s'évanouit. À la place, je sentis une tristesse et une pitié infinie m'envahir la gorge. Je m'avançai lentement, d'un pas tremblant. Je laissai tomber ma valise, m'agenouillai à côté d'elle et la serrai de toutes mes forces dans mes bras. « Élise, ça va ?»
Tu ne t'es pas fait mal? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Idiote que tu es. J'éclatai en sanglots. Les larmes rauques d'un vieil homme mouillèrent son épaule. Élise était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle pensait que j'allais crier, l'accuser. De sa main tremblante, elle me caressa les cheveux et dit d'une voix étranglée. Tu savais? Depuis quand? Pardonne-moi, mon amour. Aïe que c'est beau, vaille. C'est alors qu'Antoine Dubois prit la parole. Sa voix était calme, posée, empreinte de la sagesse de toute une vie. Monsieur, calmez-vous. Votre femme va bien. C'est juste une crampe. Aidons-la d'abord à s'asseoir. Encore! Je levai la tête et le regardai. Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, aucune dissimulation, aucune peur. Seulement de la compréhension et un doux sourire. Ensemble, nous l'aidâmes à s'asseoir sur le canapé. Élise, encore sous le choc, ne lâchait pas ma main, comme si elle avait peur que je reparte. Une fois qu'elle fut confortablement installée, Antoine Dubois tira une chaise, s'assit en face de moi et me tendit un verre d'eau. Buvez un peu. Vous semblez être arrivé en courant. Je savais que vous nous observiez depuis plusieurs jours. Eh ah! Je faillis recracher mon eau. Quoi? Vous saviez que je vous observais? Il éclata d'un rire franc qui dissipa l'atmosphère pesante. Monsieur, j'ai été éclaireur dans les commandos parachutistes. Votre silhouette qui se découpait sur le toit d'en face, et ce matin, caché derrière le platane. Vous pensiez vraiment que je ne vous verrais pas? Ce qui m'intriguait le plus, c'était de savoir pourquoi vous vous affamiez à espionner votre femme sans jamais intervenir. Machocité, comme bis. Je rougis jusqu'aux oreilles et baissai la tête. Mon petit manège avait été découvert depuis longtemps. Je me prenais pour le chasseur, mais n'étais qu'une proie observée. Je bafouillais, incapable de trouver mes mots. Élise nous regardait tour à tour, perplexe. Mais alors, vous vous connaissiez? Et comment savais-tu, Antoine, que quelqu'un était caché? Antoine se tourna vers elle avec un regard doux. Je savais surtout que monsieur vous aime et s'inquiète tant qu'il en est venu à vous soupçonner. Honnêtement, qui ne se méprendrait pas, en voyant un homme inconnu entrer et sortir de chez une femme seule en l'absence de son mari? La faute nous revient, à moi et à vous, de lui avoir tout caché. Zujev 16, Iziu. Je le regardai et, prenant mon courage à deux mains, posai la question qui me tourmentait. Mais qui êtes-vous au juste? Pourquoi faites-vous tout ça pour ma femme? Quelle est votre relation? À ma question directe, Élise blêmit et voulut m'interrompre, mais Antoine l'arrêta d'un geste. Il me regarda droit dans les yeux et dit d'une voix sérieuse. Excellente question. J'aurais dû venir vous voir bien plus tôt. Je m'appelle Antoine Dubois. Je suis un frère d'armes d'Henri, le frère de madame. Nous avons partagé la vie et la mort. Samouza. Le nom d'Henri résonna dans la petite pièce comme un glas, réveillant des souvenirs tragiques et sacrés. J'étais stupéfait. La photo de la boîte en bois me revint en mémoire. Ce beau-frère, si bon et si courageux, partit trop jeune. Antoine commença son récit d'une voix basse. Il nous ramena dans le passé. En 1961, en Algérie, notre section est tombée dans une embuscade. J'ai été gravement blessé, abandonné sous le feu ennemi. C'est Henri qui, au péril de sa vie, m'a porté sur son dos pour me mettre à l'abri. Arrivé en lieu sûr, il a été touché. Avant de mourir, il m'a pris la main et m'a dit « Quand la paix reviendra, retrouve ma mère et ma sœur, et prends soin d'elles pour moi. » Et juste à Magon, la voix d'Antoine se brisa, ses yeux s'embuèrent. À côté de moi, Élise pleurait à chaudes larmes. Je n'ai jamais pu oublier ma dette envers Henri. Après la guerre, j'ai cherché sa famille, mais ils avaient déménagé. Je suis devenu médecin, spécialisé en médecine traditionnelle, et ce n'est que récemment, grâce à une association d'anciens combattants, que j'ai retrouvé la trace de madame. Zévei, d'où, te, zé. Il se tourna vers moi, le regard sincère. En venant ici, en voyant madame paralysée et vous, malgré votre âge, vous occupez d'elle avec un tel dévouement, j'ai été profondément ému. Devant la mémoire d'Henri, je me suis fait une promesse. Par tous les moyens, j'aiderai sa sœur à se relever. C'était la seule façon de rembourser ma dette. Ah, ce sim, dans mon tovu, yesetop. En l'écoutant, mon cœur se serra. L'homme que j'avais tant soupçonné, dont j'avais été si jaloux, était en fait un bienfaiteur, un héros silencieux. Mais, pourquoi m'avoir caché tout ça?
Pourquoi vous voir en secret, comme des voleurs? Demandai-je, encore perplexe. Élise essuya ses larmes, me prit la main et dit d'une voix tremblante. C'était mon idée, mon amour. Quand Antoine est venu me voir il y a 6 mois, j'ai d'abord refusé. Je ne voulais pas le déranger. Mais il m'a expliqué que l'acupuncture et la rééducation seraient extrêmement douloureuses, qu'il faudrait une patience d'ange. Et il a dit qu'il avait peur que toi, en me voyant souffrir, tu sois trop ému et que tu arrêtes le traitement. Aisé Simaoka. J'étais abasourdi. Elle avait raison. J'ai le cœur trop tendre. En la voyant grimacer, je n'aurais pas pu supporter et j'aurais tout arrêté. Si j'avais vu la torture qu'elle a endurée ces derniers mois, j'aurais certainement mis un terme à tout ça. Élise rougit comme une jeune fille et ajouta, hésitante, je voulais te faire une surprise. Pour nos noces d'or, je ne voulais pas être en fauteuil roulant ce jour-là. Je voulais marcher jusqu'à toi, prendre la photo à tes côtés. Je voulais marcher à ton bras, comme avant. Ta j'ose pas joue. Chacun de ces mots était doux comme le miel et amer comme le sel sur une plaie. Je me suis entraîné comme une folle. Pendant que tu étais au marché ou absent, Antoine venait m'aider. Quand la douleur était si forte que je voulais abandonner, je pensais à toi, à la souffrance que tu as endurée pendant 6 ans, et je serrais les dents. Asav, Teivesi, Hindespa, tu adozendu. Je repensais au père de sueur, aux cris silencieux que j'avais vus à travers les jumelles. Je repensais à la voir tenir une cuillère seule, à ses premiers pas chancelants. Tout était pour moi. Antoine ajouta, « Madame a une volonté de faire. La médecine moderne abandonne beaucoup de patients, mais la volonté humaine est le plus puissant des remèdes. Madame a accompli un miracle. Aujourd'hui, elle a fait quelques passes en déambulateur. C'est le fruit de sa sueur et de ses larmes. Esa bonisto. Elle était à Azumse. Je me tournai vers lui et lui dis avec le plus grand respect, « Docteur, non, Antoine, j'ai été un imbécile, je vous ai mal jugé. J'ai eu de mauvaises pensées sur vous et ma femme. Pardonnez-moi, je suis impardonnable. Sestosa s'esposa et poussé. » J'allais m'agenouiller pour m'excuser, mais il me releva vivement et me tapa sur l'épaule. « Monsieur, ne faites pas ça. Votre jalousie est naturelle. C'est la preuve que vous aimez votre femme plus que tout. En vous voyant prendre soin d'elle, je me suis dit que vous étiez le meilleur des maris. De là-haut, Henri doit être heureux de savoir que sa sœur a épousé un homme comme vous. Donzi et épépèse. Hey, la dernière fois que vous lui avez donné à manger. » Demandai-je prudemment, encore un peu gêné. Antoine éclata de rire. Ah ça! Ce jour-là, l'entraînement avait été si dur que madame a eu une crampe dans la main et ne pouvait plus tenir sa cuillère. Comme c'était l'heure de prendre ses médicaments, je l'ai juste aidé un peu. Ne vous méprenez pas. Nous sommes de vieux amis maintenant, comme frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Tansisas, tanskorm. Ezi, takrou. Je souris. Pour la première fois depuis des semaines, je souriais librement. La pierre qui m'oppressait le cœur avait disparu. Le fantôme de la maison s'était évanoui, laissant place à un ange gardien bien réel. Antoine. Je lui serrai la main, la voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous remercier. Vous n'avez pas seulement guéri ma femme, vous avez sauvé la confiance et le bonheur de notre foyer. Zas, Eyahaza, et Kansemo. Il fit un geste de la main. Ne parlons pas de ça. Voir madame remarcher, c'est ma plus grande joie. Considérez cela comme mon cadeau pour vos noces d'or. Tantif Gouvu. La petite pièce se réchauffa soudain. Un soleil d'automne radieux inondait la pièce, illuminant les visages des 3 vieillards. Une belle amitié, un amour conjugal profond et une camaraderie sacrée s'étaient unis pour composer une magnifique chanson d'amour au cœur du quotidien. Mais l'histoire n'était pas terminée. Il restait un petit secret, un gage d'amour que j'avais découvert par hasard, mais dont je n'avais pas encore saisi toute la signification. Ce mouchoir brodé. Le crépuscule commença à teinter le ciel de rouge. Dans le petit salon, nous étions tous les 3 assis autour d'un thé refroidi. Mais nos cœurs étaient étrangement chauds. Après que les malentendus se furent dissipés, un silence lourd de sens régna dans la pièce. Je regardais ma femme, assise sur le canapé familier. Elle avait la tête baissée, des traces de larmes encore visibles sur son visage. Elle regardait ses mains jointes. Ses doigts décharnés tremblaient encore légèrement.
Je lui pris doucement la main et caressai le dos de sa main calleuse. « Chérie, dis-je pour rompre le silence. Pourquoi as-tu été si sotte? Pourquoi as-tu enduré cette douleur seule pendant des mois? Tu n'avais pas confiance en moi? Tu avais peur que je n'aie pas assez de patience pour t'accompagner dans cet entraînement? » Ma question sembla toucher le fond de son cœur. Élise leva la tête et me regarda, les yeux pleins de larmes. Elle secoua la tête et dit d'une voix étranglée, « Non, ce n'est pas que je n'avais pas confiance en toi. Tu es le meilleur mari du monde, je le sais. Mais, chérie, sais-tu ce que c'est que d'être cloué au lit et de voir son mari se tuer à la tâche jour et nuit, voir ses cheveux blanchir de fatigue? C'était une douleur insupportable. Zalaché Ramon. Du. Elle s'arrêta un instant pour ravaler ses sanglots, puis reprit. Pendant 6 ans, tu n'as pas eu une seule nuit de sommeil tranquille. Tu te levais pour me masser, pour t'occuper de moi. Les jours de mauvais temps, tu avais si mal au dos que tu pouvais à peine te tenir droit, et pourtant tu me portais pour aller aux toilettes. J'ai tout vu, et ça me faisait si mal. Je me sentais inutile, un fardeau, un boulet dans ta vie. Et Sef, Tendenaceta, je lui serrai la main. Ne dis pas de bêtises. Un couple est fait pour s'entraider dans les moments difficiles. Jamais je n'ai pensé que tu étais un fardeau. Tu ne le disais pas, mais c'est ce que je ressentais. Elle me regarda profondément dans les yeux. Alors, quand Antoine est venu et qu'après l'acupuncture, j'ai senti une infime sensation au bout de mes orteils, j'étais folle de joie. Mais en même temps, j'avais peur. Niswos. Peur de quoi? Peur que ce soit un faux espoir. Elle se mit à sangloter. Chérie, même les grands professeurs à l'hôpital avaient baissé les bras. Ils avaient parlé de paralysie permanente. Si cette sensation n'était que passagère, si, après tout cet entraînement, je ne parvenais finalement pas à marcher, si je te le disais, tu te remplirais d'espoir. Tu passerais encore des nuits blanches à espérer. Et si j'échouais, imagine ta déception. Je ne voulais plus jamais voir cette déception dans tes yeux. Je préférais endurer cela seul, en silence. Si je réussissais, tant mieux. Si j'échouais, j'en serais la seule responsable. Liaz. Issé, Vonidab. Bonk, Maïez. En entendant ces paroles, mon cœur s'arrêta. Derrière ce secret se cachait un amour si profond, si grand, qu'il en devenait sacrificiel. De peur de me faire de la peine, de me décevoir, elle avait enduré sans un cri la douleur d'une rééducation quasi inquisitoriale. À côté de nous, Antoine soupira doucement et ajouta « Monsieur, votre femme a raison. » Quand j'appuyais fort sur les points méridiens, elle transpirait à grosses gouttes et se mordait les lèvres jusqu'au sang. Je lui ai suggéré de faire une pause, de vous en parler pour avoir votre soutien, mais elle a toujours refusé. Ne lui dites rien, il va s'inquiéter. Laissez-moi essayer encore un peu, disait-elle. Elle voulait attendre de pouvoir marcher de manière stable pour vous le dire. Elle voulait vous offrir une joie pure, sans aucune inquiétude. Je regardai Antoine, puis ma femme. Les larmes se remirent à couler. J'étais le pire des maris. Pendant qu'elle luttait contre la maladie, pour m'offrir le plus beau des cadeaux, j'étais prisonnier de mes pensées viles, l'espionnant, la jalousant. Pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Je posai ma tête sur ses genoux et pleurai comme un enfant. Élise me caressa la tête. Ses doigts tremblants se faufilèrent dans mes cheveux blancs. Ne pleure pas. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai tout caché. Mais chérie, j'ai réussi. J'ai fait 3 pas aujourd'hui. Tu as vu? J'ai vu. J'ai tout vu. Tu es formidable. Ma femme est formidable. Je relevai la tête et regardai son visage radieux à travers mes larmes. À cet instant, je compris que l'amour n'était pas seulement prendre soin et s'inquiéter, mais se comprendre et se sacrifier l'un pour l'autre. Ma femme venait de me donner la plus grande des leçons de volonté et d'amour. Antoine, dis-je à mon nouvel ami, avec la plus grande sincérité. Merci d'avoir aidé ma femme et d'avoir gardé son secret. Grâce à vous, j'ai découvert quelle femme merveilleuse elle est. Yesemuser, Sia. Antoine sourit doucement. C'est du passé. L'important, maintenant, c'est que vous unissiez vos forces. Vos noces d'or approchent. Notre objectif est de voir Madame sur scène, sans fauteuil roulant. Compris. La petite chambre était remplie de rires et de larmes de joie. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Un autre secret, petit mais d'une importance capitale, n'avait pas encore révélé son sens.
Quand Antoine fut parti, nous nous retrouvâmes seuls. Mais l'atmosphère lourde et sombre avait disparu, remplacée par une nouvelle vitalité. Je couchai ma femme. En la voyant se reposer, les yeux fermés, je repensais au mystérieux mouchoir sous l'oreiller. Maintenant que tout était clair, je n'avais plus de doute ni de peur à son sujet. Seulement de la curiosité et de l'émotion. Je m'approchai doucement de la tête de lit et glissai ma main sous l'oreiller. « C'est ça que tu cherches ?» La voix d'Élise me fit sursauter. Elle avait ouvert les yeux et me souriait. Je retirai ma main, un peu penaud. Dans ma paume se trouvait le mouchoir blanc brodé. Oui. Depuis quelques jours, je sentais une bosse sous l'oreiller. C'est toi qui l'as brodé ? Elle hocha légèrement la tête et me fit signe de le lui donner. Elle le prit entre ses deux mains, comme un trésor. Viens t'asseoir. Je vais te raconter. Danse pour tout. Je m'assis au bord du lit. Elle étala le mouchoir sur ses genoux et caressa la broderie maladroite. Tu te souviens, quand on était jeune, ce que je t'avais offert ? Comment l'oublier ? Dis-je en souriant. Un mouchoir avec 2 colombes brodées. Tu étais si doué à l'époque. Tout le monde admirait ton travail. Je le portais dans la poche de ma veste, comme un porte-bonheur. Malheureusement, je l'ai perdu pendant mon service militaire. Amanto si Élise. Et Rontosa, Dundee. Son regard se voila de nostalgie. Oui, j'avais mis tout mon premier amour dans ce mouchoir. Pendant ces 6 années, cloué au lit, je pensais ne plus jamais pouvoir tenir une aiguille. Chaque fois que je voyais ma boîte à couture prendre la poussière, j'en avais les larmes aux yeux. Elle désigna la lavande brodée. Mais quand Antoine est venu m'aider et que mes doigts ont commencé à bouger un peu, j'ai eu envie de te broder un autre mouchoir, pour remplacer celui que tu avais perdu, et comme cadeau pour nos noces d'or. Zome, Souza, Passo, Bouza, Praka. Je regardais la broderie de plus près. Une fleur de lavande rose épanouie, et à côté, un bourgeon vert. Mais le fil n'était plus aussi lisse et régulier qu'autrefois. Il était tremblant, cassé par endroits, et parfois emmêlé. Les points étaient larges, les trous visibles. Et sur le tissu blanc, il y avait de minuscules taches de sang séché. Je pris sa main droite et l'examinai. Le bout de ses doigts était couvert de piqûres d'aiguilles. Certaines étaient déjà cicatrisées, d'autres encore à vif. « Chérie !» Ma voix se brisa. « Pourquoi t'être fait si mal ? Avec cette main si faible, qui a déjà du mal à tenir une cuillère, pourquoi avoir pris une aiguille ?» Elle sourit. Un sourire qui laissait voir ses gencives, mais le plus radieux du monde. C'était très difficile. Au début, l'aiguille tombait dès que je la prenais. Mes doigts étaient trop raides. Je devais la coincer entre les doigts de ma main droite et la caler contre le montant du lit. Chaque point me coûtait des sueurs froides. La nuit, quand tu dormais profondément, j'allumais en secret la lampe de mon téléphone et je m'entraînais. Même quand je me piquais, je ne pouvais pas crier, de peur de te réveiller. Mes larmes coulèrent sur le mouchoir. J'imaginais ma femme, dans le noir, recroquevillée sous la couette, brodant point par point avec ses mains malhabiles. Chaque point était le fruit d'un effort immense, une déclaration d'amour silencieuse. « Pourquoi de la lavande ?» demandai-je d'une voix enrouée. « La lavande symbolise l'amour tendre et la sérénité, » dit-elle en me regardant avec amour. « Notre vie de couple a été comme ça. Nous avons traversé la pauvreté, la douleur, la maladie, mais notre amour est resté, comme cette lavande, toujours pure et parfumée. Je voulais te le dire. Même si mon corps se fane, mon amour pour toi reste intact et continue de fleurir. Et, pos, Ilo, je la serrai dans mes bras et embrassai sa main meurtrie. Les piqûres ne me semblaient plus douloureuses. C'étaient les marques les plus sacrées du monde. Ce mouchoir n'était pas un raté. C'était un chef-d'œuvre d'amour et de volonté. Élise, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. 1000 fois plus beau que le premier. Je le garderai précieusement. Je vais l'encadrer et l'accrocher dans le salon, et je le montrerai fièrement à nos enfants. Tom, arrête, c'est ridicule. On dirait un dessin d'enfant. Ce sert, t'es gueuf, bien osé. Non, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Esaïkest vos semese, Esapavas, expert. Je pliai délicatement le mouchoir et le mis dans la poche de ma chemise, sur mon cœur. Une douce chaleur se répandit dans ma poitrine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, nous dormîmes paisiblement. Plus d'angoisse, plus de doute,
plus de secrets. Seulement, la respiration calme de deux vieillards allongés côte à côte. Et dans mon rêve, je vis le jour de nos noces d'or. Élise, vêtue d'une magnifique robe rouge, tenant à la main le mouchoir à la lavande, marchait fièrement vers moi, sur ses deux pieds, sous les applaudissements de nos enfants. Ce rêve n'était plus lointain. Il se tissait aujourd'hui, avec la sueur et les points de sang. Le lendemain matin, je me levai plus tôt que d'habitude, non pas le cœur lourd, mais rempli d'une nouvelle énergie. J'ouvris toutes les fenêtres pour laisser entrer le soleil et l'air frais, comme pour chasser les miasmes du doute qui avaient pesé sur nous. Antoine arriva à l'heure, toujours avec sa vieille mobilette et son sourire bienveillant. Mais aujourd'hui, plus besoin de se cacher. Je l'accueillis sur le palier, lui serrant la main comme un membre de la famille revenu de loin. « Docteur Dubois, entrez donc », dis-je d'une voix forte pour que les voisines curieuses entendent bien. Je voulais restaurer sur le champ l'honneur de ma femme et de son ami. À l'entraînement d'aujourd'hui, il y avait un nouvel assistant, moi. Antoine m'a pris la bonne posture pour la soutenir. Comment masser les poings sous la plante des pieds sans faire mal? Retenez bien, monsieur. La force vient de l'intérieur, ferme mais douce. Imaginez que vous pliez une branche sèche. Trop fort, elle casse. Pas assez, c'est inefficace. J'écoutais attentivement et reproduisais ses gestes. En participant pour la première fois à sa rééducation, je réalisais enfin la douleur qu'ils avaient dû endurer. En 15 minutes, mon dos était trempé de sueur et me faisait un mal de chien. Et eux, ils faisaient ça depuis 6 mois. J'avais tellement honte de mon insouciance et de mes soupçons. « Tu n'as pas mal ?» demandai-je à ma femme d'une voix tremblante en massant sa jambe. Elle me regarda avec des yeux pleins d'amour. « Avec toi à mes côtés, je n'ai plus mal du tout. Je suis juste heureuse. » Dis, écus ça donc, très sage, S. Antoine, à côté, éclata de rire. Vous voyez, le mental est le plus puissant des remèdes. Je vais bientôt être au chômage. Monsieur va devenir un expert en rééducation. Allons-y. Les rires résonnèrent dans le petit appartement. Un luxe que ces vieux murs n'avaient pas entendu depuis longtemps. Plus de silence, plus de soupirs. Seulement des 1, 2, 3, marcher, énergique, mes encouragements et le rire franc d'Antoine. Après une semaine d'entraînement confiant, Antoine suggéra qu'il était temps de sortir. L'air frais et le contact avec les gens l'aideraient à retrouver confiance en elle. Rester enfermée risquait de la fragiliser psychologiquement. Élise hésita. « Non, je ne veux pas. Je ne marche pas encore bien. Si je tombe, les gens vont se moquer. Et puis, regarde-moi. Aesmi, Teikos, Ibo. Ah !» Je comprenais son complexe. Depuis sa paralysie, elle avait une peur panique de se montrer en public, des regards de pitié et des chuchotements. Je lui serrai la main fermement. « Personne ne se moquera de toi. Je suis là. Je serai ta canne. Et si quelqu'un ose rire, il aura affaire à moi. Tu ne veux pas te promener sous les platanes, comme avant ?» Elle me regarda, puis regarda ses jambes, et finit par hocher la tête. Cet après-midi-là, sous un soleil radieux, tout le quartier fut stupéfait. La porte de notre appartement s'ouvrit, et nous sortîmes, Antoine et moi, soutenant Élise de chaque côté, pas à pas. Elle portait une jolie robe, était bien coiffée, et chaussée de souliers souples. Elle s'agrippait à mon bras, le front perlé de sueur. « Courage, ma chérie. 1 pas, 2 pas. Très bien. N'essayez. » Tess, nous marchâmes très lentement. Il nous fallut près d'une demi-heure pour traverser le couloir, prendre l'ascenseur et arriver dans la cour. Les voisines qui papotaient se turent et nous regardèrent, bouche bée. Madame Leclerc en laissa tomber son éventail. « Mon Dieu, c'est bien Madame Élise, elle marche. » Les gens se rassemblèrent autour de nous, mais cette fois, pas de regard de pitié, seulement de l'étonnement et de l'admiration. « C'est formidable, Élise, un vrai miracle. Félicitations, monsieur Jean. Courage, madame. » Les encouragements affluaient. Les yeux d'Élise s'embuèrent. Elle sourit, un sourire radieux qui effaçait toutes les rides de son visage. Elle comprit que les gens l'aimaient encore et souhaitaient sa guérison. À partir de ce jour, notre trio devint un beau symbole dans le quartier. Chaque après-midi, Antoine ouvrait la marche et je la soutenais par derrière. Quand elle était fatiguée, je lui offrais mon épaule et lui murmurais « Encore un petit effort, il y a un banc un peu plus loin. Je t'offrirai une grenadine. »
Sa démarche devint de plus en plus stable. D'un soutien total, elle passa un léger appui sur mon bras. Parfois, elle lâchait ma main et marchait seule sur de courtes distances. Le son de ses pas sur le béton était pour moi la plus belle des symphonies. Le son de la vie qui renaissait. Sa guérison ne concernait pas que ses jambes. À force de broder et de s'exercer à saisir des objets, ses mains étaient devenues beaucoup plus souples. Un dimanche matin, en rentrant tôt du marché, je la trouvais déjà assise à table, un panier de légumes devant elle. « Mais qui t'a demandé de faire ça ?»« Laisse, je vais le faire. »« Achetez, je blague. Trouve. » Elle repoussa ma main en riant. « Je ne suis pas une princesse. Le docteur a dit que je devais faire travailler mes doigts. Et ce soir, je veux préparer le dîner moi-même. Ik aime si tons. » Je la laissai faire, mais restai à côté pour la surveiller. En la voyant éplucher les légumes, maladroitement mais proprement, j'eus la gorge serrée. Cela faisait 6 ans. 6 ans que l'ombre de cette femme industrieuse n'avait pas plané sur cette cuisine. Ce midi-là, je préparais son plat préféré de notre jeunesse pauvre, une simple poêlée de courgettes à l'ail. Je servis et, au lieu de lui donner à manger comme d'habitude, je lui mis la fourchette dans la main. « Aujourd'hui, tu manges seul. Tu peux le faire. » Elle prit la fourchette. Sa main tremblait encore un peu. Elle prit une profonde inspiration et se concentra sur son assiette. Elle piqua une courgette, mais elle glissa. Elle réessaya, sans abandonner. Cette fois, elle la tint plus fermement et la souleva lentement. Je retenais mon souffle, comme si j'assistais à un numéro de haute voltige. La courgette tremblait sur la fourchette, passa de son assiette. À la mienne, c'est vrai, ce n'était pas pour elle, c'était pour moi qu'elle avait pris cette bouchée. « Tiens, mon amour, mange, » dit-elle, d'une voix tremblante mais heureuse, en déposant la courgette dans mon assiette. En regardant cette simple courgette, je ne pus retenir mes larmes. Un morceau de légume sans valeur, mais qui contenait un amour immense et des efforts surhumains. Je la mis dans ma bouche, le goût de l'ail, la douceur de la courgette, mêlée au sel de mes larmes de bonheur. « C'est bon ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'attente. « C'est délicieux. C'est la meilleure courgette que j'ai jamais mangée. Dansez, dansez, est. » Et moi aussi, d'une main tremblante, je pris un morceau de pain et le lui tendis. « Toi aussi, mange. Tu as été formidable. Nas des us et perso, pouvez et perso. » Deux vieillards, face à face, pleurant et riant devant un repas modeste. C'était notre premier vrai repas de famille après 6 ans de tempête. Pas de mets raffinés, pas de grand vin, mais un amour profond qui se lisait dans chaque bouchée, chaque regard. Dehors, le soleil d'automne brillait toujours, et dans cette petite maison, c'était comme si le printemps était de retour. Le temps passa à toute vitesse, et le jour que nous attendions tous arriva. Nos 50 ans de mariage, nos noces d'or. Dès le matin, le vieil appartement résonnait de rire. Nos 3 enfants étaient là, avec les petits-enfants. J'avais mis le costume gris clair qu'il m'avait offert et une cravate rouge pour faire plus jeune. Devant le miroir, en me coiffant, mon cœur battait comme celui d'un jeune marié. Mais la reine du jour, c'était Élise. Elle portait une magnifique robe rouge, un petit diadème et le collier de perles que je lui avais offert lors d'un voyage. Assise dans son fauteuil roulant décoré de fleurs, légèrement maquillée, elle était si belle. « Papa, la voiture est là !» cria Mathieu. Nous avions réservé une salle dans un restaurant convivial près de chez nous. Une dizaine de tables pour la famille, les amis, les voisins. Quand j'entrai en poussant son fauteuil, un tonnerre d'applaudissements retentit. De vieux amis se pressèrent autour de nous. « Félicitations, vous êtes magnifique. Élise, tu as une mine superbe. » Elle souriait, rayonnante, mais restait assise. C'était notre scénario. Nous voulions garder le secret jusqu'au bout pour surprendre tout le monde, surtout les enfants. Ils ne savaient pas qu'elle pouvait marcher. Tous les invités arrivèrent. Antoine était assis à la table d'honneur. Il me fit un signe de tête. C'était le moment. Sur scène, une bannière avec nos photos de jeunesse et d'aujourd'hui, et les mots « 50 ans de mariage, noces d'or ». Notre fils aîné, Mathieu, monta sur scène, la voix chargée d'émotion. « Chers tous, aujourd'hui est un jour spécial. Voilà 50 ans que mes parents sont unis. Malgré les épreuves, la maladie, leur amour a tout surmonté.
Grâce à l'amour infini de mon père et à la force de ma mère, nous sommes là, aujourd'hui. Et la jouée, et la joue l'habit. Je les larmes aux yeux. Je pris la main d'Élise et lui murmurai « C'est à nous, ma chérie ». Je me levai, arrangeai ma veste et poussai son fauteuil vers la scène. Je pris le micro. « Mes enfants, merci, et merci à vous tous d'être là. Pendant 50 ans, j'ai essayé d'être un bon mari. Et pendant 6 ans, ma femme a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, sur cette scène, elle a un cadeau à vous faire. Et surtout, à me faire. Ça pas. Poso ?» Je posai le micro et reculai. Un silence de mort s'installa. Élise prit une profonde inspiration. Elle s'agrippa aux accoudoirs. En bas, Antoine s'était levé pour la soutenir moralement, mais sans la toucher. Elle poussa sur ses bras et ses jambes, elle se leva lentement du fauteuil. Un « oh » de stupeur collective parcourut la salle. Notre fille laissa tomber son bouquet, la main sur la bouche. Nos fils n'en croyaient pas leurs yeux. Élise était enfin debout, un peu voûtée, les jambes encore un peu tremblantes, mais debout, fière et digne. Et elle ne s'arrêta pas là, elle lâcha le fauteuil. Elle me regarda, à 5 pas d'elle. Elle commença à marcher. 1 pas, lent mais sûr. 2 pas, 3 pas. La salle explosa. Des applaudissements, des acclamations, des larmes. Madame Leclerc, en bas, pleurait dans son mouchoir. Les petits-enfants criaient. Mamie marche. Élise arriva devant moi. 5 pas qui semblaient avoir traversé une vie de tempête. Elle me regarda avec amour, sortit de sa poche le mouchoir à la lavande et me le tendit d'une main tremblante. Mon amour, sa voix était claire et émouvante dans le micro. Merci d'avoir été mes jambes pendant 6 ans. Merci de ne jamais avoir lâché ma main. Ce mouchoir est une promesse. Désormais, je marcherai à tes côtés, sur mes propres jambes, pour le reste de notre vie. Et estes bas mon père, au viestabo. Je pris le mouchoir. Je ne pus retenir mes larmes et, devant des centaines de personnes, je la serrai dans mes bras. Chérie, tu me rends si heureux. C'est le plus beau trésor de ma vie. Et nos enfants montèrent sur scène, nous étreignant, pleurant comme des enfants. Antoine, sur le côté, souriait, satisfait. Je l'attrapai par le bras et le présentai à tous. Et voici l'homme qui a rendu ce miracle possible, le docteur Antoine Dubois, notre bienfaiteur. Les applaudissements redoublèrent. Ce jour-là fut une fête de l'amour, de la volonté et de la gratitude. La vie reprit un nouveau cours. Chaque matin, nous nous promenions au parc. Élise reprit ses anciens passe-temps. La poésie, la broderie. Antoine venait nous voir, non plus pour la soigner, mais pour jouer à la belote avec moi. Nous étions devenus les meilleurs amis du monde. Un après-midi d'automne tardif, le ciel était d'un bleu pur. Nous étions assis sur le balcon, regardant le soleil se coucher. Élise tenait le mouchoir à la lavande que j'avais fait encadrer. La vie est étrange, dit-elle doucement. Hier encore, j'étais au fond du désespoir, et aujourd'hui, je suis là, avec toi, à regarder le ciel. Finalement, Dieu ne nous prend pas tout. Et, je lui pris la main. Dieu aide les gens bons, mais surtout, nous n'avons pas cédé au destin. Tu t'es vaincu toi-même. C'est ça, le plus grand des exploits. T'as 16 ans ici, beau vieux 16. Elle me regarda avec un air malicieux. Tu te souviens de ta promesse? Quand je serai guéri, tu m'emmènerais en voyage. Tu n'as pas oublié, j'espère? Je ris aux éclats. Comment l'oublier? Maintenant que tu as de bonnes jambes, où veux-tu aller? La Corse, les Alpes, ou bien sur la tombe de ton frère Henri. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, c'est une excellente idée. On ira remercier Henri de nous avoir envoyé Antoine. Et puis, on ira à la mer. Je veux marcher sur le sable, avec mes propres pieds. Ah mais, d'accord, on part la semaine prochaine. Dans sa verra. APC. Je la regardais, submergée de bonheur. Au crépuscule de ma vie, ma plus grande richesse était là, à côté de moi, sa santé et son sourire. Le soleil disparut derrière les immeubles, laissant une dernière lueur dorée. Je passai mon bras autour de ses épaules et la serrai contre moi. Élise, rien que de te voir en bonne santé, c'est le plus grand gain de ma vie. Merci d'être à mes côtés, de me donner la chance de t'aimer et de prendre soin de toi. Avec toi, je possède tout. Ose,
Elle posa sa tête sur mon épaule et ferma les yeux, savourant cet instant de paix. Merci à toi, mon vieil amour. Sauf, Iselzé. Le vent d'automne soufflait doucement, apportant le parfum des fleurs. Deux têtes blanches, appuyées l'une contre l'autre, projetaient leur ombre sur le mur du temps. Un tableau simple, mais profond, heureux et complet. La preuve que l'amour conjugal peut surmonter toutes les épreuves et que l'amour est le seul véritable miracle en ce monde.